Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette matinée qui vous est 100% dédiée, 100% cabinet d'avocats. Je suis particulièrement heureux aussi de remercier Olivier Gillet pour Microsoft, notre hôte aujourd'hui. Je lui laisserai la parole un petit peu après pour nous expliquer le pourquoi de notre rapprochement et notre présence ici, de notre partenariat. Quant à moi, je suis Jamil Jazi, directeur associé de Xelia. Xelia, c'est l'éditeur de Diapaz. Je suis plus particulièrement en charge du marketing, de la relation avec les partenaires et de l'accueil de nos prospects. Et donc, je suis heureux de remercier aussi mes équipes qui ont organisé cet événement pour vous accueillir aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément encore bien Diapaz, Diapaz, c'est la direction informatique externalisée de nos clients. Diapaz, c'est un système d'information intelligent qui va reposer sur plusieurs briques. Ce que l'on souhaite, c'est qu'elle soit complète, évolutive, modulable et accessible, ce qu'on appelle en mode SaaS, c'est-à-dire sans engagement. Alors pour faire peut-être plus concret, je vais utiliser les 5 doigts de la main pour être sûr de ne pas en oublier. Nos services reposent notamment sur le logiciel de gestion. Nous sommes éditeurs de ce logiciel. Il repose sur la téléphonie. Nous sommes opérateurs télécom. Nous appuyons sur Skype Entreprise. Le mail, nous sommes opérateurs de messagerie avec Exchange. La gestion électronique de documents, nous sommes opérateurs de fichiers cloud. Et enfin, la maintenance informatique. Nous faisons la gestion des postes et du réseau de nos clients. Tout ça, on le fait converger au sein de notre cloud en France et également en partie sur Azure France. Donc, ce qui va me permettre une transition assez facile pour Olivier Gillet qui va nous parler de Microsoft et de notre partenariat également. Merci Jamil. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Olivier Gillet, je suis dans l'organisation partenaire chez Microsoft, dans l'équipe marketing et je suis en charge d'accompagner les partenaires stratégiques de Microsoft dans le développement de leurs offres. Microsoft a connu il y a 2 ans une grande transformation de son business model dans lequel nous avons décidé d'investir massivement dans les technologies cloud pour aider nos partenaires comme Xelia, et la journée que vous allez vivre aujourd'hui est un excellent exemple, à développer des solutions qui vont répondre à vos besoins métiers de plus en plus, et donc de fournir cette infrastructure de technologie sur laquelle Xelia va pouvoir se positionner pour développer son offre. Donc du coup, on est très heureux aujourd'hui de vous accueillir sur le campus Microsoft et j'espère que vous allez découvrir de très belles solutions. Et je vous souhaite donc une excellente présentation et je serai tout à l'heure au cocktail si vous avez des questions sur nos technologies. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Je vous remercie beaucoup et puis à très bientôt. Merci Olivier. Alors pour le programme justement de cette matinée, on l'a découpé en plusieurs parties. On débutera déjà par une intervention de Cyril Boucher, président de Xelia, qui va nous donner sa vision du marché des avocats sous l'angle de la digitalisation également, de cette mutation digitale dont on parle souvent. Ensuite, nous aurons un atelier, une table ronde, avec des experts qui vont nous faire justement un retour d'expérience sur cette transition digitale qu'ils ont pu vivre. On verra des nouveaux business models, on parlera des legal tech, des nouvelles organisations, ce qui a marché ou pas, les points de vigilance qu'on peut avoir, notamment par rapport à tous ces mots qu'on vient d'évoquer. À 10h45, on proposera une courte pause café qui nous permettra également de nous diriger ensuite vers les salles des ateliers. Alors si vous avez un doute pour l'atelier auquel vous allez, n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes en bleu comme moi. Et ces ateliers qui s'en suivront donc vers 11h se veulent absolument pratico-pratiques. L'idée, c'est que vous ayez une boîte à outils qui va vous permettre d'être opérationnel à l'issue de ces ateliers. Il y en a 3. Le premier, ça va être sera orienté sur la QVT, qualité de vie au travail. Alors, c'est de comprendre globalement, bien sûr, ce que c'est cette QVT et aussi concrètement comment on la met en place au sein d'un cabinet d'avocats. Un autre sujet qui va parler de lui-même, c'est pourquoi et comment changer de logiciel de gestion. À la fois, le sujet paraît simple posé comme ça, on s'aperçoit assez vite qu'il faut avoir des bonnes méthodes et c'est ça qu'on va vous proposer au cours de cet atelier. Le dernier d'entre eux, c'est celui qui va parler du rapprochement de cabinet ou même de l'installation de l'avocat. Là aussi, il y a des choses à connaître, à maîtriser pour être rapidement opérationnel et efficace. C'est vraiment sous cet angle pratico-pratique qu'on va vous proposer ces ateliers. Alors pour les quelques-uns qui sont dans la salle, vous aurez accès à tous et je salue aussi ceux qui sont connectés en live. Vous n'aurez droit malheureusement qu'à la partie intervention de Cyril Boucher et notre table ronde, mais on verra comment vous accompagner par la suite.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter écoutez, une excellente matinée en notre compagnie et je vais proposer à Cyril Boucher, que je ne vois plus, qui était là, voilà, très bien, tu étais là. Cyril Boucher, de prendre la suite pour cette matinée. Merci Jamil. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Donc on est ce matin ensemble pour parler de la digitalisation du cabinet d'avocats, la mutation de votre profession. On va démarrer par parler un petit peu des mutations dans la société, voir un petit peu ensuite les mutations dans votre profession. Alors, voilà. Et ensuite, voir l'analyse stratégique que l'on peut faire du métier, parce que c'est notre approche, c'est de nous mettre à votre place, essayer de comprendre quelle est votre stratégie, de façon à pouvoir adapter notre propre stratégie et surtout notre roadmap produits et technologies pour être vraiment au service de votre développement. Alors, quand on parle de digitalisation, d'intelligence artificielle, de cloud, ça fait beaucoup de mots, ça fait beaucoup de buzz, mais quelle est la réalité économique derrière? Est-ce que c'est juste une mode? Bien, il semblerait que non, puisque si on regarde les 7 plus grandes capitalisations boursières mondiales, ce sont maintenant 7 entreprises de technologie. Donc vous reconnaissez Apple, et jamais une société n'a valu autant qu'Apple aujourd'hui, bientôt 1000 milliards de dollars. Amazon, Alphabet, Alphabet c'est le nouveau nom de la maison mère de Google. Microsoft, bravo Microsoft, on est content d'être ici. Facebook, Alibaba et Tencent. Donc on voit que les 5 premières entreprises sont des entreprises américaines, les 2 suivantes sont des entreprises chinoises. En fait, dans le 8e rang dans la capitalisation, c'est Berkshire Hathaway, c'est la première non technologique, mais Warren Buffett a annoncé qu'il avait investi massivement dans Apple. Donc voilà, la boucle est bouclée. Amazon, Microsoft et Alphabet sont des leaders des services cloud pour entreprises. Et c'est parce qu'ils sont leaders de ce marché-là qu'ils se sont autant valorisés. Quand on regarde la valeur combinée de l'ensemble de ces 7 capitalisations, on arrive au niveau du PIB du Japon. C'est pour vous indiquer aussi que non seulement ce sont les premières capitalisations, mais qu'en plus, ces capitalisations sont énormes. Alors, quel est l'impact? Parce que là, on est dans ces technologies, on est dans le monde un peu du virtuel, dans le monde du bit, du 0 et du 1. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a un impact dans l'économie réelle? Est-ce que, voilà, il y a 50 ans, l'homme allait sur la Lune. Depuis, qu'est-ce qu'on a fait? Pour reprendre les mots de Peter Thiel, cofondateur de PayPal, qui disait « On nous avait promis des voitures volantes en l'an 2000 et on a eu des messages à 140 caractères. » Il semblerait que oui. Il y a un réel impact sur, on va dire, le progrès, on va dire réel dans le monde des atomes, dans la fabrication des produits, puisque si on prend les personnes que vous voyez là à gauche, des fondateurs visionnaires de l'économie du digital, qui réinvestissent la valeur créée et aussi les méthodes utilisées dans le monde physique réel. Alors, vous reconnaissez peut-être Elon Musk, Jeff Bezos et Bill Gates. Elon Musk et Jeff Bezos sont en train de révolutionner l'accès au spatial. SpaceX, donc la société fondée par Elon Musk, est devenue le numéro 1 en 2017 sur le nombre de lancements pour les mises en orbite de satellites. Jeff Bezos dit clairement qu'il a pu bénéficier avec Amazon de toute une infrastructure existante de logistique et il a pu juste ajouter la couche digitale dessus et créer ce succès planétaire qu'est Amazon. Et il se sent un devoir de créer l'infrastructure spatiale pour les entrepreneurs de demain pour vraiment ce dépassement de frontières que constitue le fait de sortir de la Terre et d'aller vers l'espace. Bill Gates réinvestit une grande partie de sa fortune via la fondation avec sa femme
dans la lutte contre la pauvreté dans le monde et la lutte contre les maladies. Et grâce à ces méthodes de priorisation, de management, de collaboration, a un impact très fort, d'ores et déjà, dans la vie de tous les jours, on va dire, des êtres humains. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est qu'ils utilisent les méthodes du digital, puisque à l'époque du projet Manhattan ou du projet Apollo, il fallait mobiliser des dizaines de milliers d'ingénieurs. Aujourd'hui, avec l'argent qu'ils ont pu faire dans leurs activités, ils mobilisent certes encore des milliers d'ingénieurs, mais aussi une puissance de calcul énorme qui permet de faire des simulations et permet de faire via la machine ce que l'on faisait avant avec des humains. Donc on a beaucoup parlé de l'impact économique qui est réel, du rôle du système d'information et de son évolution dans la transformation réelle de la société et donc des métiers. Et on peut se poser la question de ce qui se passe en Europe de ce côté-là. Donc en France, voilà, alors la petite boutade, c'est qu'on, pour l'instant, on écrit des rapports. Donc Cédric Villani, qui est un brillant mathématicien, qui est maintenant en politique, a été chargé de constituer un petit peu des recommandations sur le sujet. Et donc je vous ai fait une petite synthèse de son rapport. Cela part du constat que les données sont le point de départ d'une stratégie intelligence artificielle. Et là, on voit qu'on est bien placé, notamment en France, avec ce système centralisé, puisqu'il y a des initiatives dans l'open data, et notamment dans votre domaine, avec Légifrance, où on voit progressivement s'enrichir cette base de données, avec notamment toutes les jurisprudences qui sont ajoutées progressivement. Et c'est grâce à cette couche de données que l'on peut, c'est un élément indispensable à pouvoir mettre de l'intelligence artificielle. Il y a également la recommandation que l'État doit donner l'exemple dans sa transformation digitale, et donc ça va aussi pousser vers un mouvement de réforme. Clairement, on indique que la majorité des métiers va être transformée, et donc voilà, le vôtre également, c'est une évidence. Et dans cette transformation, il y a évidemment le rôle que va advenir le travail que l'on connaît actuellement. Il y a des secteurs comme le transport où voilà, quand on a des voitures ou des camions qui se conduisent tout seuls, on sait que les conducteurs vont être, ce poste-là va être en danger. Donc il y a réellement une réflexion à avoir au niveau global, de façon à non pas voir la machine comme un pur remplacement de l'homme, mais plutôt comme une augmentation de l'homme, l'homme étant devant se reconvertir et devant être de plus en plus adaptable, mais pouvant travailler vraiment en complémentarité avec la machine. Il indique également dans son rapport que l'intelligence artificielle va se démocratiser, que c'est pas si compliqué que ça, et que donc cela va rentrer dans les différents métiers. Et il parle même de double cursus, droit, intelligence artificielle par exemple. Bon, la question qui se pose, c'est est-ce que les gens qui sont formés avec ce double cursus, est-ce qu'ils vont travailler plutôt chez vous ou plutôt chez nous, ou peut-être les deux. Certes, ça se démocratise, mais il y a quand même des dangers. C'est le danger de la boîte noire, c'est-à-dire de dire c'est tellement efficace qu'on lui confie un petit peu tout, que on laisse prendre des décisions, mais il ne faut pas oublier que ce sont des modèles basés sur l'apprentissage et que le jeu de données d'apprentissage peut être biaisé. Donc il ne s'agirait pas, en le confiant les clés et les recommandations, de perpétuer des biais statistiques ou de la discrimination. Donc je pense que là, la recommandation, c'est d'ouvrir la boîte noire et de comprendre quand même ce qui se passe et de ne pas faire une confiance aveugle. Et là, je pense qu'il y a un rôle de votre profession d'accompagner ces réflexions-là. Alors, on a parlé de la digitalisation, d'un État qui se transforme. Se pose la question de la désintermédiation et de la réintermédiation par les plateformes. Donc, on voit que progressivement, l'État est en contact de plus en plus direct avec les individus et les entreprises. On sait par exemple que dans la profession de commissaire aux comptes ou d'expert comptable, il y a une grande peur de finalement
voir leur utilité un peu fondre en tant que représentants de l'État pour garantir un niveau de qualité au niveau des comptes des entreprises, puisque de plus en plus, le contact entre les entreprises et l'État se fait de façon informatisée, de façon digitalisée et de façon régulière via les déclarations mensuelles, avec derrière des logiques de contrôle qui peuvent s'automatiser au niveau de l'État. Donc il y a de véritables interrogations. Vous-même, dans votre profession, avec la nouvelle loi de programmation de la justice, vous vous posez des questions sur la déjudiciarisation de la résolution de certains conflits. Et on voit bien que, vu le contexte de dette des États, ils ne vont pas se priver des gains d'efficacité. Donc la question du positionnement des intermédiaires se pose. Donc on peut imaginer le rôle du cabinet d'avocats, surtout vu la partition entre des cabinets individuels et des structures qui grandissent et qui tendent à aller plutôt vers le monde de l'entreprise, de voir plutôt l'intermédiaire cabinet d'avocats aller en tant qu'individu parmi les individus ou en tant qu'entreprise parmi les entreprises. Enfin, si on parle de mutation, difficile de passer à côté des éléments démographiques. Et je cite Emmanuel Todd, donc historien ethnologue, qui a brillé par sa capacité à prévoir des grands changements, notamment l'effondrement de l'URSS, en se basant sur l'étude des données démographiques et la hausse de la mortalité infantile. Eh bien, il nous dit, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous allons assister au dépassement des hommes par les femmes sur le plan éducatif. Donc pour lui, c'est l'événement majeur du XXIe siècle. En même temps, voilà, donc le constat, 55% des étudiants du supérieur sont des femmes. En même temps, il se garde bien de faire des prévisions sur les conséquences que cela a. Alors, au niveau de votre profession, donc nous étudions ça évidemment de près, on lit attentivement ce que vous écrivez, le rapport L'avenir de la profession d'avocat de l'année dernière, le livre de la CE Mutation dans l'univers des avocats. Donc ce sont des lectures qui sont passionnantes pour nous. Également de gens qui vous connaissent très bien, donc notamment Caroline Neveu, qui a écrit une trilogie sur votre métier, qui est absolument passionnante quand on veut le comprendre, avec des très bonnes recommandations, et notamment un livre sur la valorisation du cabinet et comprendre comment se constitue la valeur d'un cabinet. Je vous recommande cette lecture-là. Alors, si on regarde l'évolution sociologique de la profession, donc on voit que c'est une profession qui attire les vocations. Il y a une forte croissance du nombre d'avocats, puisque vous êtes maintenant 65 000, un doublement en 20 ans, qu'il y a encore beaucoup d'étudiants en droit, et beaucoup choisissent, essayent de faire en tout cas l'école d'avocat. On voit quand même une tendance à une décroissance de ce nombre. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je pense qu'on peut toujours voir les deux côtés de la pièce. Donc, peut-être que cette croissance du nombre d'avocats va se ralentir. En même temps, il ne faudrait pas se priver du fait que la crème de la crème veuille rejoindre votre profession. Donc, on a parlé de féminisation en général de la société sur notamment les études supérieures. Donc, dans votre profession, ça se traduit particulièrement puisque 55% de la profession est féminine. Et si on regarde, ça s'illustre très bien sur cette pyramide des âges où on voit que cette proportion au niveau des gens qui rentrent dans le métier est encore beaucoup plus forte puisque c'est 70%. Donc si on projette ces tendances-là, on arrive à une féminisation du métier d'à peu près 60%. 60% dans les 10 ans, évidemment. On constate également une différence de revenus notable au fur et à mesure des années d'exercice entre les hommes et les femmes. Donc là, il peut y avoir un débat entre l'interprétation plafond de verre ou choix de vie. Je me garderai bien de participer à ce débat-là. Donc ce qu'on constate également, c'est avec cet afflux de nouveaux avocats, de plus en plus se retrouvent à exercer seuls.
Et si on regarde le revenu médian, c'est-à-dire le revenu en deçà duquel 50% des avocats sont, on arrive à 44 000 euros et ce revenu est en diminution année après année. Donc on peut se poser la question, peut-être que c'est dû au rajeunissement de la population des avocats et que c'est normal, mais or l'âge moyen des avocats augmente. Donc on assiste à une paupérisation d'une partie de la profession, notamment ceux qui se retrouvent tout seuls en individuel. En même temps, on voit qu'il y a de plus en plus de regroupements entre avocats et que le statut qui est choisi est le statut de la SEL, et donc ce qui traduit le mouvement, on va dire, vers la structure plus d'entreprise. Alors, concernant les technologies, parlons un petit peu de l'impact des legal tech. Donc, je me suis basé en fait sur l'Observatoire de la Legal Tech de Village de la Justice, qui recense l'ensemble des legal tech en France. Donc, premier constat, en fait, dans les marchés visés par les legal tech, on voit qu'en numéro 1, ce sont les avocats. Donc, c'est quelque chose qui peut paraître surprenant pour celui qui pense être menacé directement par les legal tech. Mais finalement, c'est assez logique puisque c'est pas si facile que ça de percer directement sur le monde des entreprises et que les avocats ayant déjà les clients, il est finalement assez logique de s'adresser aux avocats pour les aider à transformer leur métier. Et c'est donc nous, précisément, notre positionnement qui est d'être une legal tech à vos côtés. Si on regarde en termes de domaines qui sont suivis par les legal tech, en numéro 1, c'est la rédaction et la gestion de documents, donc l'automatisation, on va dire, dans cette rédaction-là. Et en numéro 2, c'est l'analyse de données juridiques. Donc là, on est dans plus le big data, la justice prédictive, comment se baser sur les jurisprudences, par exemple, pour arriver à des recommandations et aider vos clients à prendre les bonnes décisions. On peut également, quand on regarde l'imitation de votre profession, se poser la question de la comparaison avec les autres professions. Donc, je me suis amusé à faire un tableau de comparaison entre les avocats et les experts comptables d'une part et les notaires d'autre part. Donc, ce que l'on constate, c'est que il y a beaucoup plus d'avocats, mais qu'en termes de taille du marché, on est à 4,6 milliards pour le marché des avocats, contre 11,5 milliards pour les experts comptables et 6,5 milliards pour les notaires. Donc, avec plus d'avocats, on fait moins de chiffre d'affaires. Et on le voit avec le ratio chiffre d'affaires par professionnel. On est à 70 000 pour les avocats, alors qu'on est à plus de 500 000 pour les deux autres professions. Si on ramène ça au nombre de personnes, puisqu'en réalité, derrière le nombre de professionnels, il y a aussi la capacité à s'entourer de salariés. Et donc, si on fait le nombre de salariés, donc non-avocats, au niveau de la profession, est à 45 000, alors qu'on est à 130 000 au niveau des experts comptables et 53 000 au niveau des notaires. Donc, le chiffre d'affaires par personne est également en dessous au niveau des avocats. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? On voit aussi par rapport au nombre de structures que le nombre de structures, en fait le nombre de personnes par structure au niveau des avocats est beaucoup plus faible que dans les autres professions, et notamment par rapport aux notaires. Donc, il y a certainement un rôle de la taille de la structure par rapport à la capacité à générer du chiffre d'affaires. Et on voit bien aussi une capacité à mieux utiliser voilà, le nombre de personnes pour pouvoir, et la taille et l'organisation, en fait, pour pouvoir générer plus de chiffre d'affaires. Ça, c'est le cas de la comparaison entre les avocats et les notaires. Si on compare les avocats et les experts comptables, il y a un autre facteur, outre celui que je viens d'indiquer, mais qui est aussi le niveau de dépenses dans l'outil de production informatique. En fait, le chiffre, je ne les ai pas mis ici, mais au niveau de l'édition logicielle pour les experts comptables, la taille du marché estimée est à 250 millions d'euros, alors que pour les avocats, elle est seulement de 50 millions d'euros, alors qu'il y a beaucoup plus d'avocats. C'est vous dire le rôle et l'importance dans un métier de confier une partie de la production au système d'information. Et que quand on le fait, on arrive à des effets de levier beaucoup plus importants.
Donc j'ai rassemblé l'ensemble de ces analyses dans une grille assez classique qui s'appelle la méthode SWOT. Donc on passe en revue forces, faiblesses, opportunités et menaces. Dans les forces, la force de la marque avocat, le prestige associé, le fait que c'est clair pour tout le monde ce que c'est qu'un avocat, aussi le fait que beaucoup de gens veuillent le devenir, donc c'est la partie qualification, le fait que le système éducatif voilà, amène un peu la crème de la crème des études de droit vers votre métier. Donc ça, c'est vraiment une force. La force également du secret professionnel, qui donne une responsabilité de bien savoir le garder, au niveau des systèmes d'information notamment. Au niveau des faiblesses, je dirais le manque d'accessibilité, c'est-à-dire c'est un petit peu le revers de la médaille du prestige de l'avocat, c'est la verticalité, le fait qu'il paraisse difficilement accessible. Également des problématiques autour de la facturation non transparente, puisque même si le taux horaire, il y a des volontés de s'en écarter via du forfait, on s'aperçoit que les forfaits, il y a aussi des dépassements de forfaits et que voilà, une profession où on appelle son client pour négocier la facture qu'on va envoyer, voilà, on va dire que c'est pas la définition de la transparence. Ensuite, au niveau des faiblesses, on peut recenser l'organisation du cabinet. Alors à la fois dans la difficulté de la prise de décision, avec la collégialité des réunions d'associés, et également dans le fait d'un certain manque de discipline pour suivre des process de gestion qui sont pourtant vraiment synonymes de gain d'efficacité et donc de rentabilité. Et avec la particularité de la profession qui est le fait d'avoir des avocats qui arrivent comme collaborateurs et qui vont progresser et qui potentiellement vont quitter le cabinet avec leurs clients et recommencer ainsi un cycle un peu perpétuel, qui ne donne pas vraiment l'occasion en fait de capitaliser au sein d'une organisation de l'efficacité, de la connaissance et de l'expertise métier. C'est pour ça que voilà, je pense qu'il y a une opportunité en termes de mutation de la profession entre le transfert de connaissances du cerveau de l'associé vers le cerveau du collaborateur, une mutation vers le fait qu'il y a une transmission certes vers le collaborateur, mais également vers le système d'information. Et savoir transcrire dans le système d'information l'intelligence que l'on a dans sa tête. En termes d'opportunités, donc on voit que les legal tech, c'est une opportunité parce que ce qu'il s'agit de faire, c'est de mettre de la legal tech dans le moteur de votre outil de production, de votre système d'information. Il y a également beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de l'interprofessionnalité. Donc, ce sera intéressant justement de pouvoir discuter un petit peu des impacts là-dessus, justement l'union faisant la force des possibilités qui sont offertes de ce côté-là. Ensuite, il y a, notamment avec le monde de l'entreprise, les exigences de conformité. On voit que de plus en plus, l'État repousse au niveau des entreprises des exigences. On peut parler des prélèvements à la source, par exemple, au niveau des bulletins de salaire, mais encore plus d'actualité, le RGPD, avec vraiment des sanctions très fortes à la clé, et ce qui sont, je crois que tout le monde en est convaincu, une grosse opportunité pour vous, un gros besoin d'accompagnement et un rôle que vous pouvez jouer là-dedans. Au niveau des menaces, alors voilà, c'est souvent les opportunités, il y a deux façons de les voir, c'est en tant qu'opportunité ou en tant que menace, donc il y a la menace de disruption des legal tech, l'interprofessionnalité comme plutôt une concurrence entre les professions, et on a vu dans le tableau précédent qu'elles ne sont pas forcément mal organisées, et voilà, le revers de l'opportunité conformité, c'est les réformes de la justice et la déjudiciarisation, on en a parlé. Donc à partir de là, on peut se poser la question, et là j'ai joué un peu l'exercice de la prospective, je me mouille un peu, d'essayer de définir le profil des cabinets mutants.
Alors, sur la base du constat qu'il y a de plus en plus d'avocats indépendants, que c'est de plus en plus difficile pour eux, on peut imaginer, et vu la valeur de la mise en relation via les plateformes, qu'il va y avoir de plus en plus, et ce qu'on constate déjà aujourd'hui, mais que ça peut prendre de l'ampleur, des plateformes de mise en relation avocats indépendants clients, avec une gestion automatisée de la facturation et des paiements. Donc, on est un petit peu dans le cadre de l'ubérisation, pour le coup, de la profession de l'avocat, mais qui s'applique plutôt aux avocats individuels, mais avec voilà, l'intérêt de voir que grâce à une plateforme, je vais pouvoir trouver du business plus facilement. Ensuite, sur l'impact de la féminisation de la profession, là, je fais une dédicace à Caroline Neveu qui m'a soufflé ça, le fait de dire, voilà, les cabinets féminins vont plutôt être... Donc, il y a le fait que, vu le nombre de femmes et le peu de femmes associées, c'est assez logique de dire qu'elles vont s'associer entre elles et avoir un positionnement plutôt de niche, de façon à pouvoir travailler une rentabilité sans avoir besoin forcément d'être à la tête de structures de très grande taille. Enfin, vraiment cette mutation du cabinet vers l'entreprise, avec le fait que le cabinet d'avocats, pour certains d'entre eux, devienne de véritables entreprises de services juridiques qui deviennent opérateurs d'une plateforme de production juridique. Et avec un objectif de forte croissance, par exemple avec un positionnement de direction juridique externalisée, puisqu'on voit l'importance que prennent les entreprises de plus en plus, avec des récurrences de services, et des collaborateurs qui prennent un rôle de consultants en stratégie juridique pour accompagner la croissance de leurs clients. Si on regarde l'impact de l'interprofessionnalité, on peut imaginer qu'ils se mettent ensemble avec des experts comptables qui ont cette même approche, qui doivent eux aussi changer un peu de positionnement et se positionner en termes, par exemple, de direction financière externalisée, de DAF externalisée, avec l'automatisation qui va remplacer une partie du métier qu'ils font, et plutôt un rôle de conseil, de benchmarking entre leurs différents clients pour faire des recommandations business. Et ce qu'on peut imaginer, c'est un développement potentiel sous forme de réseau national, d'agences ou de franchises, qui sont des choses qu'on peut observer dans d'autres métiers et qui seraient assez logiques d'observer chez vous, vu l'éparpillement qu'on peut constater. Alors, je me suis aussi risqué à un autre schéma d'analyse que je vous soumets là, qui vient en fait de ce qu'on appelle la Blue Ocean Strategy. Alors, c'est ce qu'on appelle un canevas stratégique qui en fait reprend les facteurs concurrentiels sur un métier donné, donc en l'occurrence sur le métier de l'avocat, on voit en bas prestige de l'adresse, le côté relation personnelle entre l'associé et son client, la marque avocat, le prix du service, le conseil personnalisé. Et donc si on fait un mapping du cabinet traditionnel sur ce schéma-là, on voit que tout ce qu'on a décrit en premier, c'est le reflet du cabinet traditionnel. Donc on va avoir un score à 10, donc voilà, grand prestige de l'adresse, c'est important, le rôle de l'associé, la relation personnelle avec son client, la marque avocat, un prix élevé, mais avec du conseil très personnalisé. Si on regarde justement l'offre Legal Tech en orange, ce schéma permet d'analyser qu'est-ce qui va être supprimé dans le modèle traditionnel. D'abord, bon, il n'y a plus d'adresse, on est sur Internet, il n'y a plus d'unités personnelles, on est face à un système. Il y a quand même un côté de marque avocat, mais qui reste faible. Le prix du service est beaucoup plus faible. Et le conseil personnalité également. Quand on continue sur les facteurs concurrentiels, on arrive à ce qui va justement être amélioré par les nouveaux entrants ou créé, parce que ça n'existait pas. Donc la transparence sur les prix, l'accessibilité, la digitalisation de la relation client et l'automatisation. Donc voilà, les legal tech, on va dire en concurrence de votre profession, peuvent se positionner comme ça, enfin se positionnent comme ça. Et maintenant, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de faire le mapping avec le cabinet mutant, qui pourrait être, donc c'est celui que je présentais dans le slide précédent, de l'entreprise de services juridiques, qui va essayer de trouver le meilleur compromis
dans tout ça, donc prêt à renoncer au prestige de l'adresse. Également, comme je vous disais, l'institut personné, il faut pouvoir confier une partie de la relation, non pas entre l'avocat et le client, mais entre l'organisation et le client. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à 5. Donc il y a un côté avocat, mais typiquement plus l'associé, mais le collaborateur peut être en contact direct et le client fait confiance à l'organisation. La marque avocat reste très présente et du coup on obtient des tarifs qui peuvent être moins élevés, mais néanmoins plus élevés que les legal tech parce qu'on garde également une dimension de conseil et on a cette alliance un petit peu entre, comme on disait, l'homme et la machine, cette complémentarité qui se crée. On reprend les avantages, donc ce qui a été créé par les legal tech, on le reprend à son compte, la transparence sur les prix, l'accessibilité, la digitalisation de la relation client, avec notamment cet effet qu'à partir du moment où vous permettez à votre client d'être en contact avec votre organisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, se crée un lien, au-delà du lien entre le client et l'avocat, mais entre le client et l'organisation. L'automatisation qu'il faut mettre dans le système d'information pour avoir en fait un logiciel qui, au-delà de sa capacité de gestion, devient vraiment un outil de production. Et une partie de la production se fait au-delà des hommes, mais par le système. Et ce que le cabinet Mutant peut rajouter par rapport au legal tech, c'est vraiment le travail de l'expérience client et l'expérience collaborateur. Donc l'expérience client, l'expérience collaborateur, l'expérience client c'est vraiment super de travailler avec eux et l'expérience collaborateur c'est vraiment super de travailler chez eux. Donc c'est là où le cabinet peut faire la différence aussi avec les legal tech. Alors quel est notre rôle dans tout ça? Donc en fait, Diapaz et au-delà de Diapaz, Xelia, la société Xelia, a comme raison d'être d'accompagner ses clients dans les gains de productivité et les gains de qualité, et également dans leur croissance. Pour faire cela, on est convaincu du rôle du système d'information, et j'espère que ma présentation vous a montré quand même l'impact dans tous les métiers qu'ont les nouvelles technologies et le système d'information. Mais que pour bénéficier de ces effets-là, il faut dépasser un modèle où les différentes parties du système d'information sont séparées et ne sont pas harmonisées, et passer dans un mode où on rentre en partenariat avec un opérateur comme nous qui nous occupons de l'ensemble du système d'information. Donc l'ensemble du système d'information, Jamil l'a expliqué, la partie logiciel, téléphonie, mail, fichier et la partie infogérance. Et ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est le fait d'être complet. Et on voit bien quand on parle de conformité RGPD ou de sécurité en général, comme on garantit le secret professionnel, que la force d'un système d'information, elle est à la hauteur du maillon le plus faible en fait. Donc si jamais vous avez des endroits où vous êtes très fort, mais des failles béantes à côté, au final, la force de votre système est gravement endommagée. Donc c'est important sur ces sujets-là de pouvoir avoir une vision globale et de ne pas se retrouver en ping-pong entre différents prestataires. Ensuite, du fait de faire l'ensemble de ces choses-là, on peut travailler vraiment la convergence des briques entre elles, c'est-à-dire le fait qu'elles se parlent, le fait que depuis le logiciel, vous pouvez retrouver les appels de vos clients, vous pouvez retrouver les mails, il y a donc toute une logique de traçabilité qui va vraiment dans le sens de la qualité, également de la productivité, puisqu'on peut transformer plus facilement toutes ces relations, cette traçabilité en diligence, en éléments facturables. Et également, cela permet d'avoir au cœur du système une vision client et non pas d'abord une vision client et pas une vision dossier. Et donc la possibilité de dépasser la pure gestion et d'aller vraiment dans la collaboration, c'est-à-dire de pouvoir travailler par rapport à un client donné, le partage d'informations des différents collaborateurs ou associés pour ce client et de pouvoir donc travailler quelque chose qui est très important dans votre profession, c'est la transversalité, c'est la possibilité d'accompagner un client sur l'ensemble de ses besoins et pas juste traiter un dossier sur un besoin où il vous a trouvé comme expertise et qui confie à un autre cabinet le besoin suivant parce qu'il n'a pas été identifié que quelqu'un d'autre chez vous pouvait y répondre.
Et si on regarde un petit peu l'impact par rapport à votre profession, donc en basant justement sur le livre de Caroline Neveu de la valorisation des cabinets d'avocats, voilà, pour schématiser, on va dire traditionnellement, l'évaluation, c'est la valeur nette comptable plus 60% du chiffre d'affaires des 3 dernières années, avec ce 60% qui peut être influencé par toute une grille d'analyse dans lequel le système d'information a à plusieurs niveaux un rôle à jouer. Et en réalité, quand on regarde un cabinet avec un très bon système d'information, l'impact que ça peut avoir sur la valeur, il est de 15% du chiffre d'affaires. Et 15% du chiffre d'affaires, alors que la valeur est de 60%, c'est un impact de 25% sur la valeur. Donc rien que sur cette logique de bonne gestion, de bonne utilisation d'un système d'information, il y a clairement un impact fort sur la valeur de vos cabinets. Et ça, c'est sans compter ou sans donner pleine mesure aux facteurs de croissance. Puisque la valeur d'une organisation dépend beaucoup de sa capacité de croissance. Alors concrètement, ça veut dire qu'au lieu de faire, par exemple, une valorisation sur la moyenne des 3 dernières années, on va plutôt faire une valorisation sur la dernière année, voire l'année en cours. Et en fonction du taux de croissance, on peut avoir un multiple qui, au lieu d'être là 60%, 0,6 pourrait être plus important. Or, le rôle du système d'information, dans toute sa partie CRM, toute la partie développement, a un rôle très important dans la croissance. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, le message principal, c'est que Diapaz est à vos côtés, à côté de votre profession. On se pose les questions, c'est le sens de l'événement qu'on fait aujourd'hui, et on est vraiment ravis de pouvoir être en discussion avec vous. Et le message à retenir, c'est que Diapaz est une legal tech pour les avocats et non pas une legal tech contre les avocats. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cyril. Alors, comme Cyril l'a dit, on sera en discussion. Pour ceux qui ont des questions à Cyril, ce sera avec grand plaisir au moment du cocktail qui aura lieu peut-être légèrement décalé de 12h30. Je vais inviter à tous ceux qui participent à la table ronde de rejoindre Henri. Je crois qu'il manque une petite chaise, donc on va s'en occuper. Est-ce que malgré tout, il y avait le temps que ça se mette en place, est-ce qu'il y avait malgré tout une ou deux questions pour Cyril par rapport à la présentation ? Eh bien, je propose aux intervenants de cette table ronde de se joindre à nous. Bien, bonjour à tous. Je me présente très rapidement pour essayer de tenir le timing. Donc, je suis Henri Bouchet, je suis directeur associé de Xelia et j'ai en particulier la fonction de directeur produit. Donc, je suis très régulièrement en échange avec certains de vos confrères pour réfléchir à l'évolution de nos produits pour coller au mieux sur votre profession. Je vais vous proposer, chers invités, de vous présenter. On va faire un petit tour de table rapidement pour que chacun puisse se présenter. Honneur aux femmes. Alors, Sophie Planchet, je suis avocate au barreau de Metz et je suis aussi présidente du réseau Eurojuris France, qui est un réseau pluriprofessionnel car composé d'à peu près 126 cabinets d'avocats et 52 études d'huissiers. Bonjour, je suis Mélik Boudmag, je suis le président de Hercule Legal Tech. Nous sommes une agence qui accompagnons toutes les professions du droit et du chiffre dans leur transformation numérique, notamment au travers de conseils, mais aussi de développement informatique ou de stratégie de communication. Bonjour, je m'appelle Caroline Neveu, donc je suis associée chez Jury Management, qui est une société de conseil dédiée aux cabinets d'avocats qui a été créée il y a une quinzaine d'années.
Je suis associée avec Michel Lerrer, qui est là aussi, qui anime une table ronde plus tard. Et notre vocation, c'est de faire du conseil en organisation, du conseil en stratégie et de l'accompagnement au rapprochement ou à la session de cabinet, ce dont nous aurons amplement l'occasion de parler, je pense, tout à l'heure. Bonjour, Clarisse Bérébi. Je suis fondatrice du cabinet Bold, qui est un cabinet d'avocats très positionné sur l'écosystème start-up, qui s'appelait autrefois 1134 et qui maintenant a une particularité, c'est qu'il intervient sur tous les domaines du droit, mais exclusivement pour les startups et en particulier pour les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas du tout pour les fonds d'investissement, on est exclusivement côté entrepreneur. Bonjour, Denis Moulard, directeur associé de Xelia. Je suis donc directeur commercial en charge de commercialiser les technologies Diapaz dans les cabinets d'avocats, qui soient soit en transformation, soit en création, soit en fusion. On aura l'occasion d'échanger sur ces sujets-là. Très bien, merci à tous. Pour rendre un petit peu cette table ronde vivante, vous n'hésitez pas à lever la main si vous avez envie d'interroger ou de poser une question à nos invités. Il y a des micros qui peuvent circuler également dans la salle si besoin, donc vous n'hésitez pas à lever la main. Première question peut-être pour Clarisse. On parle justement du portrait de cette nouvelle génération. Finalement, est-ce que cette nouvelle génération, c'est pas une nouvelle façon de travailler, un nouveau business model à inventer? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, merci Henri. Je suis ravie de commencer et de démarrer direct dans le grand bain. Effectivement, l'idée et la fondation de Bold repose sur un principe, c'est que tout ce qui est innovation technologique ne repose pas essentiellement et exclusivement sur la problématique des outils, mais d'abord sur la façon dont on va s'occuper de nos clients. Et donc la première réflexion, lorsqu'on a créé ce cabinet, puisqu'il est extrêmement récent, on a organisé toute cette création depuis le mois de septembre l'année dernière, et donc il est né au 1er janvier 2018, c'est de réfléchir au modèle économique de la profession, et notamment à cette problématique extrêmement complexe du taux horaire et donc de la facturation à nos clients. Donc tout part de là, on s'est rendu compte que notre relation client n'était pas cohérente, elle était désalignée en fait, puisqu'on était en conflit d'intérêts permanent, puisque pour faire plus de chiffre d'affaires, pour avoir un cabinet qui prospère, on est obligé de facturer plus d'heures et que le client, lui, son intérêt, c'est évidemment d'avoir des factures moins élevées et qu'on travaille le plus vite possible. Donc, partant de ce postulat, de cette réalité économique, on a essayé de construire un nouveau modèle économique et donc on a rassemblé, enfin notre réflexion a été de rassembler des entrepreneurs, de créer un advisory board et de travailler avec eux sur ce que pouvait être le nouveau modèle d'un cabinet d'avocats d'aujourd'hui qui soit réaligné avec son marché et qui puisse prospérer sur ce marché dans de bonnes conditions, avec un certain plaisir pour le client de venir chez l'avocat, parce que le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, sur notre marché, le client, si vous voulez, sa première idée, c'est de dire j'aimerais ne jamais avoir affaire à un avocat. Donc quand vous prospérez sur ce type de marché, c'est vrai que c'est pas forcément évident de faire en sorte qu'il pousse de nouveau la porte. On voit des modèles comme AGN qui ont créé des boutiques à l'extérieur, justement pour que les clients aient envie de nouveau de pousser la porte des cabinets d'avocats. Donc on est parti un peu de ces mêmes réflexions et on a beaucoup travaillé sur le modèle économique. Et c'est à partir de ce modèle économique, de cette réflexion sur le modèle économique, qu'ensuite on a décliné tous nos besoins et notamment nos besoins en termes d'outils technologiques. Merci beaucoup. Et alors, tout à l'heure, finalement, Cyril a parlé du livre de Caroline. Caroline, du coup, est-ce que finalement, ces innovations, cette façon de travailler un petit peu nouvelle, est-ce que ça peut pas être un piège? Est-ce que il faut pas penser aussi à investir sur son futur? Est-ce que vous auriez des éléments à nous donner là-dessus? Merci de la question. Oui, en fait, on a constaté, à travers notre expérience, on a accompagné je crois, à peu plus de 300 cabinets. Il y a un prisme chez nous, c'est que les gens qui viennent sont déjà entrepreneurs et sont déjà dans l'innovation, puisque pour faire appel à un cabinet de conseil, il faut déjà avoir une vision un peu avancée. Et on a essayé, c'est vrai, de se dire, mais finalement,
quels sont les points de vigilance que l'on retrouve en permanence et les difficultés qu'ont eu ces cabinets. Et finalement, il se dégage deux idées majeures. C'est très pragmatique. Je ne veux pas faire celle qui empêche l'innovation, mais deux idées majeures dans les constats qu'on peut faire sur les difficultés à entreprendre ou les difficultés à innover, et parfois c'est la même chose. La première des difficultés, c'est que les avocats sont assez... Enfin, innover, c'est du temps, entreprendre, c'est du temps, c'est une démarche projet, c'est de la patience, il faut s'inscrire dans la durée. Et finalement, ça oblige à la rupture du rapport action-facturation, ce qui met les avocats dans un état proche de l'Ohio, si je puis dire, et que la rupture de ce rapport action-facturation, c'est finalement un changement de paradigme. Ça veut dire c'est arrêter d'opposer en permanence facturable et non facturable et de s'inscrire, enfin tenter de s'inscrire dans un parfait équilibre entre la production et le service au client d'une part et la pérennité de son cabinet d'autre part. Donc ça, c'est la première difficulté à gérer. Et c'est vrai que quand on fait un ratio très basique, dans un cabinet par exemple de 4 avocats, quand on regarde à l'année ce que représente en termes de non vendus, si je puis dire, au taux horaire, le temps non facturable, sur 4 avocats, on arrive quasiment à 500 000 euros. Donc ça veut dire aussi que c'est intéressant de regarder quoi faire et comment le faire pour que ces 500 000 euros, qui sont finalement l'investissement, du pur investissement dans un cabinet, soient utilisés au mieux. Donc ça, c'est la première difficulté. Et la seconde difficulté, un peu plus complexe à gérer, c'est qu'on est face à des structures qui sont chroniquement sous-capitalisées ou non capitalisées. Et investir, c'est du temps, et donc il faut le financer. Bon. Donc ça, ce sont les deux principaux points de vigilance. Sur la façon d'y répondre, si on veut aller vite, parce que je ne veux pas monopoliser le temps, mais à mon sens, la meilleure manière d'y répondre, c'est d'abord, dans les cabinets où il y a plusieurs associés, d'avoir une démarche de gouvernance et une démarche stratégique qui puisse permettre de servir l'intérêt des projets, donc analyser la valeur ajoutée de ces projets, analyser le retour sur investissement, même non directement quantifiable, mais en tout cas se mettre d'accord entre avocats sur ce qu'on va faire, c'est déjà un point de vigilance et une solution assez radicale. J'ai toujours à la mémoire cette histoire d'un cabinet dans lequel il y avait 15 associés. L'un d'entre eux avait décidé de développer son activité en Asie à l'époque où ça ne se faisait pas. Et il y avait eu 3 ans d'un investissement acharné avant qu'il n'y ait des retombées. Simplement, il avait oublié de demander à ses associés s'ils pouvaient le faire. Et ses associés lui ont demandé de partir. C'est idiot parce qu'en fait, il est parti au moment où ça commençait à rentrer. Mais il est parti aussi parce qu'il facturait pas assez. Dommage. Bon, donc il a été planter sa tente ailleurs pour le grand bien du cabinet qui l'a accueilli. Mais enfin, vous voyez, c'est quand même un peu dommage parce qu'on parle d'un investissement presque de l'ordre d'1,5 million d'euros pour cette personne-là, en termes de temps. Et la deuxième idée, c'est de dire capitaliser les cabinets, c'est pas facile. On sait qu'aujourd'hui, même si on progresse lentement, mais j'espère sûrement vers l'ouverture du capital des cabinets, capitaliser son cabinet, ça rime encore aujourd'hui avec une logique de rémunération et de répartition du résultat qui doit être travaillée, c'est-à-dire, pour le dire clairement, ne pas se distribuer tout ce qu'on gagne. Et on n'est pas tout à fait encore dans cet esprit-là chez les avocats, et donc c'est d'avoir une politique d'investissement et de mise à la réserve qui puisse permettre de financer sur fonds propres, ce que les banques ne vont pas financer, puisque les banques rarement financent du temps. Elles financent du matériel, mais le financement de projets en termes de temps, elles ne savent pas faire. Donc voilà globalement les deux points de vigilance sur lesquels on peut vous donner un retour d'expérience. Tu veux rebondir? Vas-y. Avant de changer de sujet, sur le modèle économique et le risque entrepreneurial, je trouve que c'est extrêmement intéressant, mais le point clé en fait dans la réflexion que nous avons eue et qui rejoint ce que tu dis, Caroline, c'est que effectivement le risque entrepreneurial a été abandonné par les avocats. C'est-à-dire que nous ne prenons pas de risque quand on facture au taux horaire, et ce que tu viens d'exprimer sur l'investissement est tout à fait juste. On ne prend pas de risque puisque quand on travaille 1 heure, on facture 1 heure. Donc le risque est reporté sur le client. Et ça pose un vrai problème sur notre marché qui ne le comprend pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu toute une réflexion sur les nouveaux types de facturation, notamment les forfaits que nous avons mis en place il y a une dizaine d'années, sur lesquels effectivement la répétibilité fait qu'on gagne de l'argent au bout d'un moment et à force de forfait, mais qui posent d'autres problèmes. D'abord parce que c'est souvent du faux taux horaire et qu'ensuite ça nous ramène aux produits que l'on vend.
Donc un pack d'associés à 2500 €, on n'est plus qu'un pack d'associés, donc on est challengé sur le prix en permanence par une espèce de concurrence pas forcément loyale. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et la réalité, c'est que il faut trouver le moyen de reprendre le risque entrepreneurial pour nous, donc réinvestir véritablement notre temps pour gagner de l'argent après, mais le faire avec une forme de stratégie en amont, ce qui n'est pas forcément évident. Alors Sophie, je vois que vous voulez prendre la parole. Oui, je vais en profiter pour vous laisser rebondir sur cet élément et vous poser en même temps une question. Si vous voulez bien nous expliquer aussi dans ce portrait de cette nouvelle génération, en quoi le fait de travailler en réseau change justement la donne. Justement, pour rebondir sur ce que disait Caroline et le problème du risque entrepreneurial et du temps consacré par l'associé à l'innovation qui n'est pas consacré à la facturation du cabinet, le réseau est une réponse parce que finalement, l'innovation est gérée au sein du réseau. Et le réseau rend compte aux membres qui le constituent effectivement des stratégies à mettre en œuvre dans les cabinets. Donc les associés des cabinets membres du réseau ne vont pas effectivement, même si après ils auront quand même une analyse stratégique qui leur est propre, mais s'inquiéter en tout cas de tout ce qui est veille, réflexion, etc., nouvelles technologies, parce que le réseau leur apporte les réponses. Et ensuite, ils ont juste à me faire du sur mesure pour leur cabinet. Et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on a décidé de faire dans le cadre du réseau Eurojurist. On a créé un lab. Ce lab, il avait plusieurs vocations. La premièrement, c'était justement de faire, dans le cadre de la mutation de notre profession, une analyse de ce qui se passait autour de nous, de rencontrer les différents acteurs. On a rencontré les entreprises de la Legal Tech, on a noué des partenariats avec certaines, on a fait des choix stratégiques pour nos membres après en avoir discuté avec eux. On a rencontré aussi des entreprises de la Legal Tech qui sont au service de l'avocat pour amener nos membres à pouvoir avoir les meilleurs interlocuteurs en matière d'outils et de stratégie en matière d'innovation. Et le lab, aujourd'hui, il est en train de dépasser, je dirais, ce service qui était au départ une veille et un apport de conseil. Et aujourd'hui, on a vraiment accompagné nos cabinets vers la création d'outils qui leur sont propres, des outils huissiers, des outils avocats, en leur démontrant bien qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même et qu'avec effectivement des entreprises spécialisées en la matière et des développeurs qui nous connaissent bien, et nous avons travaillé avec Hercule, et Émilie pourra peut-être en parler. Nous avons fait un hackathon. Nos membres étaient capables, en 48 heures, grâce à Hercule aussi, de pouvoir créer leurs propres outils, des outils qui sont qui répondent exactement aux besoins du client, parce que quand on parle d'innovation, il faut aussi toujours se mettre en face par rapport, et Clarisse a raison, aux besoins de ses propres clients et aux besoins du client. L'innovation, innover pour innover, ça ne sert à rien. Il faut innover pour répondre à un besoin du client, de son client. Et c'est parfois la difficulté, parce que dans un cabinet où on n'a pas une clientèle identique comme la tienne, Clarisse, et qu'on a différents types de clientèle, quelle est l'innovation à mettre en place? Donc il y a tout un questionnement effectivement à faire là-dessus. Mais enfin voilà, je dirais que le réseau apporte effectivement cette aide à l'innovation parce que finalement l'innovation elle est déportée sur le réseau. Et puis en plus, comme nous sommes un réseau pluriprofessionnel et que nous avons effectivement d'autres professions juridiques dans le réseau et des partenariats avec un réseau d'experts comptables, elle nous permet aussi d'envisager l'innovation par l'interprofessionnalité. Mais là aussi, pour répondre à un besoin client. Quels outils pouvons-nous apporter ensemble à nos clients? Alors, je vous poserai une question sur l'interprofessionnalité juste après. Je vais laisser la parole peut-être à Mélique, peut-être soit pour compléter l'expérience que vous avez eue avec Eurojurist. Et puis, Cyril a parlé tout à l'heure de la Legal Tech dans deux cases, opportunités, menaces. Finalement, vous, comment vous voyez ça? Alors, merci. Je voudrais d'abord rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit. Que je partage, et j'aimerais compléter sur un aspect dont on parle pas assez, et je pense qu'il est un petit peu le cœur de votre métier, qui est celui de, quand on va parler de forfait, quand on va parler de tous ces enjeux autour d'investir, de mieux réorganiser son cabinet pour pouvoir se transformer et se positionner vers une posture plus innovante, il y a un besoin de connaissance, de se connaître soi-même. Et aujourd'hui, on parle beaucoup du facturable, mais on n'a pas d'approche de compta analytique. On n'a pas une approche de savoir combien me coûtent vraiment les choses. Et j'étais avec plusieurs gros cabinets parisiens en train de discuter
l'adoption ou non d'un outil start-up aujourd'hui dont on parle beaucoup. Et il disait, désolé, mais pour nous, c'est trop cher. Alors je fais, ok, c'est trop cher. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est trop cher? Est-ce que trop cher, ça veut dire que le prix, vous l'aimez pas? Ou alors parce que par rapport à la valeur ajoutée que vous allez avoir par rapport à cet outil et le temps que vous allez gagner, vous ne vous y retrouverez pas économiquement, et donc mieux vaut garder la méthode comme elle est aujourd'hui. Et donc, est-ce que vous êtes capable de me dire, en fait, si j'adopte un outil qui me fait gagner en automatisation, en recherche documentaire, ou sur toutes ces promesses qu'on fait autour des outils LegalTech ou grâce à Diapaz, est-ce que vous êtes capable de dire, ça va me dégager tant de temps, tant de marge, qu'aujourd'hui, ça me prend tant de temps de faire cette tâche et tant de temps de faire cette action, et aujourd'hui, enfin, d'avoir une vraie compréhension de son organisation, des flots financiers et économiques qui sont autour, et de comment est-ce que ça s'articule par rapport à des tâches particulières. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, on ne peut pas bien intégrer la technologie, on ne peut pas repenser son offre. C'est-à-dire quand on va dire « je vais faire du forfait ». Je vais faire du forfait, c'est-à-dire que je suis en mesure là encore de comprendre mes marges, non plus sur du action-facturation, mais sur une entreprise complète qui a un ensemble de coûts, que je vais donc mettre des prix en face de ces coûts et être capable de dire, voilà, je vais avoir besoin de faire tel volume pour avoir telle marge par rapport à ma stratégie. Et cette pensée aujourd'hui, elle n'existe pas dans le cabinet d'avocat parce que pendant longtemps, on n'était pas sur une pensée de gestionnaire économique financier, on n'était pas sur de la performance, la rentabilité, on était sur de la qualité, de l'expertise, de la capacité à répondre aux clients, mais on n'était pas sur une approche managériale et de gestion. La deuxième chose, pour reprendre sur ce que disait Sophie, à propos du réseau, il y a une deuxième réalité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la transformation de la filière. Il y a un frein qui existe, qui est, moi, je travaille majoritairement avec des gros cabinets ou avec des cabinets très innovants ou de ceux qui ont pris cette décision d'investir et de prendre du risque. Mais il existe un ventre mou de toute une population de cabinets de taille petite et moyenne qui, sur tous les aspects de gestion, vont avoir une offre qui existe, qui est assez importante, et aujourd'hui on a des acteurs qui se ressortent un petit peu et qui sont capables d'offrir des choses intéressantes, mais sur tout le reste, c'est là qu'on va parler de la LegalTech, en tout cas à l'attention des avocats, où il y a un début d'offre d'outils. Aujourd'hui, quand vous allez devoir transformer la façon dont vous produisez ou vous livrez les services juridiques, les prestations de services qui sont celles qui sont de l'avocat ou en tout cas du cabinet d'avocat, vous allez avoir besoin d'avoir tout un tas d'outils pour vous transformer. L'offre, déjà, elle n'existe pas, ou alors quand on passe sur des outils qui sont créés sur mesure, comme fait ma boîte, c'est trop cher. Donc la première chose, c'est qu'on n'a pas ça. Comment est-ce qu'on résout ces problèmes? Alors vous avez fait référence tout à l'heure au réseau qui est lié à la franchise, par exemple. Pourquoi vous parlez de la franchise? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a besoin de mutualisation. Aujourd'hui, pour pouvoir faire ces investissements et avoir la technologie qui correspond au métier, il va y avoir besoin de mutualiser. Il y a 4 vraiment manières de le faire. Soit vous allez voir un prestataire numérique qui va mutualiser pour vous, c'est-à-dire je suis Diapaz, je vais vendre à 3000 cabinets d'avocats, donc vous n'allez pas payer très cher chaque mois, vous allez avoir un abonnement, et eux c'est leur système économique. Deuxième façon, l'ordre va se dire, moi c'est de mon service, alors il y a pu avoir des choses, notamment par exemple le CNB, enfin les instances ordinales de manière générale, vont dire, moi je vais prendre, puisque mon rôle est de mutualiser pour la profession, donc on va faire le e-barreau, on va faire tout un tas de choses. Je dis pas c'est bien, c'est pas bien, en tout cas c'est une réponse. Une troisième réponse, c'est en effet l'organisation économique de type franchise, c'est-à-dire j'ai un modèle et après je vends mon modèle de licence par rapport à une technologie, un mode opératoire, etc. Et le quatrième, et c'est vrai que nous travaillons ensemble, c'est celui du réseau, qui est, on va se mettre ensemble et on va pouvoir capitaliser, donc mettre un peu d'argent tous ensemble pour bénéficier de cette technologie. Je ne sais pas quelle est la meilleure réponse, mais aujourd'hui on a cette problématique et au niveau des outils, hors les outils de gestion de cabinet et un petit peu sur la documentation et sur tout ce qui est les éditeurs juridiques, on n'est que sur des boîtes qui sont très récentes, qui n'ont pas été prouvées et qui essaient d'atteindre cette masse critique pour pouvoir faire des prix abordables. Le problème, c'est qu'on n'y est pas encore, donc on a un espèce de frein. Donc on vous promet, dites transformez-vous, automatisez-vous, LegalTech, mais aujourd'hui l'offre est naissante et donc je pense qu'on perd du temps sur cet espace, mais il est nécessaire puisqu'il n'y a pas de réponse aujourd'hui qui existe. Je rassure tout le monde, les prix de Diapaz sont abordables, qu'il n'y ait pas de malentendu. Oui, non, mais parce que vous n'êtes pas dans cette vous êtes un acteur. Je sais bien, mais c'était pour qu'il n'y ait pas de. Vous voulez que je réponde sur le. Oui, LegalTech. volontiers.
Alors, je vais commencer avec mon petit qui fait rire tout le monde parce que bon, ben, j'interviens avec d'autres personnes qui sont là. Je déteste, désolé pour ceux qui l'ont utilisé aujourd'hui, l'expression les legal tech. Quand on parle de ce qu'on va appeler des startups numériques du droit ou des startups légales ou des startups legal tech. Pourquoi? Parce que pour moi, ça occulte en fait cette espèce on restreint le concept de entreprise innovante dans le droit à la start-up. Aujourd'hui, les start-up en France, faut être clair, on a 5 start-up qui innovent en technologie. Le reste, elles font ce qu'on appelle une innovation d'usage. C'est-à-dire qu'elles utilisent des technologies qu'on utilise depuis 10, 15 ans, qui ont juste trouvé une nouvelle manière de s'approprier ces technologies pour l'appliquer à un nouveau métier, à des nouveaux process, à des nouvelles tâches, à des nouveaux livrables autour de la prestation juridique. Donc déjà, c'est mon premier problème. Mon deuxième problème, moi, j'étais une legal tech un jour, il y a 3-4 ans, sur une startup qui s'appelait Contracteo, et on a décidé de pivoter, ce qu'on appelle pivoter, donc on a décidé de devenir une agence, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas à nous de faire le contenu et la matière. On était là pour faire de la technologie et du conseil et de la stratégie. Et on s'est dit, bon, on va sortir de ça et on va accompagner les professionnels du droit pour le faire sur tous ces niveaux-là et leur apporter notre expertise pour que chacun devienne une entreprise qui se transforme. Et le problème, c'est qu'on confond innovation et transformation, on confond start-up et changement technologique. Et donc pour moi, la legal tech, c'est l'écosystème complet avec différents types d'acteurs qui peuvent être des cabinets d'avocats, des huissiers, des notaires, des experts comptables, qui peuvent être les ordres, qui peuvent être des associations, qui peuvent être l'État, qui sont en transformation et qui créent des nouvelles manières de produire, de livrer à travers les technologies, des changements d'organisation, des offres différentes. Et donc, aujourd'hui, on a beaucoup parlé des startups, mais c'est vraiment la face émergée de l'iceberg, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui se font à tous les niveaux du métier et de la filière, de transformation technologique profonde, avec des technologies qui sont lourdes, qui sont importantes, comme on en parlait avec Sophie, avec des transformations de formats, où on a des formats illimités, de open bar, en termes de forfait, parce que les gens se sont repositionnés. Enfin, on a tout ça, et on n'en parle pas, parce qu'on reste coincé sur une dizaine de startups qui font les headlines. Et ouais, il y a des médias, tout à fait. Donc, voilà. Clarisse, je crois, voulait réagir justement sur ce que tu venais de dire. Réagir et ajouter à ce qui a été dit, la question de la technologie, c'est que c'est assez impressionnant parce que, et ce qu'a dit Caroline le renforce un peu, c'est qu'on craint l'investissement financier. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, ça coûte cher tout ça, et finalement, on a un capital qui n'est pas ouvert à l'extérieur, contrairement aux startups qui peuvent lever des fonds, comme vous le savez, et nous n'avons pas une capacité d'autofinancement qui est suffisante pour aller chercher ce type d'innovation. La réalité, c'est que l'innovation, elle ne passe pas par la technologie. C'est très important quand même, dans notre métier, elle ne passe pas par la technologie. La réalité, c'est comment aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les consommateurs vont consommer le droit. Il y a eu un véritable changement avec l'entrée des technologies, et notamment l'Internet et de la donnée circulante avec beaucoup de facilité et de simplicité. Donc c'est déjà un problème de consommation du droit qui a changé, on le voit, hein, pas que de consommation du droit, de consommation en général, mais en ce qui nous concerne de consommation du droit. Et de l'autre côté, pour nous, opérateurs économiques, la façon dont on va produire ce droit. Et donc c'est à ce niveau-là que les innovations doivent intervenir. Et on se rend compte, pour être avocat de start-up au quotidien, qu'aujourd'hui, innover ne demande pas un gros investissement financier au départ. C'est pas vrai. C'est pas là que ça se passe. Après, une fois qu'on a trouvé son marché, qu'on a trouvé son modèle économique, qu'on a trouvé la façon dont on va rendre le service et faciliter l'expérience client, parce que c'est ça aussi l'innovation clé dans notre métier, c'est l'expérience client et la façon dont le client va vivre son entrée et sa sortie d'un cabinet d'avocat, parce que c'est quand même la violence absolue, il faut remettre les choses dans leur contexte. Personne ne veut être client d'un avocat aujourd'hui, c'est une violence inouïe, et sur le prix, et sur la façon dont on est traité, et sur le rapport à l'information et à la digestion de l'information. Donc tous ces éléments-là, c'est notre travail de fond, c'est là-dessus qu'on doit innover. Et ça ne demande pas d'argent. Après, une fois qu'on a fait ce travail-là, l'argent, il vient. Aujourd'hui, il y a des solutions. D'abord, il est plus que vraisemblable qu'on ait une ouverture du capital qui se fasse dans les prochaines années. C'est vraiment plus que vraisemblable. Et ensuite, on a aujourd'hui des systèmes de financement, des sociétés comme Bolden, par exemple, qui financent les cabinets d'avocats
et qui nous permettent d'avoir en crowdlending du cash flow. Donc il y a des méthodes. Une fois qu'on a trouvé son marché et la vraie innovation de métier qui va profondément changer l'approche de notre métier. Denis, est-ce que alors on a juste pour donner la parole à Denis, après je vous la rends immédiatement. Juste parce qu'on a entendu pas mal d'éléments, on vient de parler d'investissement, on a parlé d'ouverture de capital, on a parlé de travail en mode projet, on a évoqué pas mal de choses comme ça. Est-ce que finalement on n'assiste pas dans cette nouvelle génération à un cabinet d'avocats qui est en train de devenir une entreprise? Est-ce que dans toutes les rencontres que tu as pu faire depuis des années, est-ce que tu as pu constater un petit peu ça, ce changement? Alors, c'est vrai qu'il y a 10 ans, quand on a commencé à rencontrer les avocats, c'était pour moi, vous étiez un peu une créature étrange. En fait, vous étiez assez éloigné à l'époque de la notion d'entreprise, mais depuis 10 ans, il y a eu un phénomène d'accélération où en fait maintenant les associés reconnaissent volontiers qu'ils sont maintenant des dirigeants, plus que d'être des avocats. Donc, ce qui est une chose intéressante, c'est que la plupart des associés, des avocats, n'ont pas fait d'études d'école de commerce, donc ils ne connaissent pas les bonnes pratiques de gestion d'une entreprise. C'est un peu tout ça, c'est un peu, on va dire, découverte au fur et à mesure. Nous, on aide un petit peu à ça parce que nous, on ne sert pas que des avocats, on est direction informatique et analysée pour l'ensemble des PME et en particulier des avocats. Ce que je voudrais dire, c'est que d'un point de vue système d'information, le cabinet d'avocats ne doit pas forcément investir ou être propriétaire de son système d'information. Aujourd'hui, le système informatique ne s'achète plus, on n'est plus propriétaire de son système d'information. En fait, il faut s'abonner et consommer comme on en a besoin, en fait, des ressources et de l'intelligence des systèmes d'information. Donc, pour un dirigeant de cabinet d'avocats, il se doit d'abord d'être agile. Donc, c'est-à-dire de s'adapter à son environnement, d'augmenter sa vitesse ou de ralentir en fonction de ce qu'il doit faire, et il ne doit pas être contraint par un système d'informatique qui soit rigide. Et donc, le système d'information doit accompagner, bien sûr, l'évolution d'un cabinet, mais doit accompagner la stratégie, la taille et autre chose. Donc, effectivement, d'un point de vue stratégique, le cabinet d'avocats est complètement en train de devenir une entreprise. Les associés sont en train de devenir des dirigeants et, à ce titre-là, doivent gérer leurs ressources comme des dirigeants d'entreprise. Donc, veiller à ce que chaque euro investi ou dépensé puisse rapporter ou avoir un retour d'investissement qui soit mesurable. Caroline, vous vouliez peut-être compléter la partie précédente, mais aussi je sais que par rapport à ce que vient de dire Denis, dans votre ouvrage sur la valorisation du cabinet d'avocats, le système d'information et l'organisation du cabinet joue tout son rôle, comme l'a dit Cyril en introduction. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Oui, je vais juste compléter parce que ce que dit Clarisse en fait est fondamental. L'innovation, ce n'est pas que la technologie est un support de l'innovation. Et si vous avez un peu de temps, enfin s'il reste aux avocats qui sont dans cette salle un peu de temps, ils pourraient aller lire un livre qui a été écrit par Richard Susskind qui s'appelle Tomorrow's Lawyer, dans lequel en fait il connaît très bien son sujet. Et c'est drôle, ça a été écrit il y a quelques années déjà, mais pour lui l'innovation c'est la réponse que vont apporter les avocats en effet aux besoins du client, premièrement. Deuxièmement, à la dérégulation, régulation. Troisièmement, à la nécessaire organisation que le marché leur dicte. Et quatrièmement, à la façon dont ils vont avoir la technologie pour support. Et donc, on voit très bien qu'on n'est pas du tout dans l'idée d'un schéma compliqué à base d'outils compliqués. Donc ça, c'était le premier point. J'encourage aussi, le village de la justice a développé depuis quelques années un prix de l'innovation qui s'appelle en fait, un prix de l'innovation à la relation client. Et quand on voit défiler les candidats qui sont filmés, donc c'est accessible sur leur site, qui sont filmés et qui viennent présenter leurs innovations, c'est très intéressant parce que il y a moins d'une innovation sur 3 qui est à base de technologie. Donc ça, c'est amusant. C'est pour rassurer un peu tout le monde. Alors la deuxième question sur l'impact de l'organisation. L'impact du système d'information dans la valorisation du cabinet. Mais en fait, tout est là.
Tout est là. Je vais vous donner un exemple très réducteur. Quand on vient nous demander de faire un avis de valeur, il nous faut des éléments. Les diligences sont faites uniquement sur une liste d'éléments et qui commence par les données relatives aux clients. La première chose qu'on demande, c'est un chiffre d'affaires par client sur 3 ans et une analyse de cette récurrence. Alors voilà, il y a 2 cas de figure. Il y a le cabinet où il suffit d'appuyer sur un bouton et il y a le cabinet où il faut 3 mois pour reconstituer ces données à 2 personnes. Est-ce que j'ai fait la démonstration? En fait, comme la valeur est dans la récurrence du chiffre d'affaires d'une part, dans la qualité des clients d'autre part, dans l'ancienneté de la relation au client et dans le système d'organisation par ailleurs. Mais comme la valeur est là, si on ne sait pas l'utiliser, si on ne sait pas l'analyser, il n'y a pas de valeur. Voilà, c'est tout. Clarisse? Obligatoirement. Alors, oui, sur le compléter. système d'information. Nous l'avons, on est utilisateur Diapaz, j'ai besoin de le dire, et nous avons vraiment, mis le système d'information au cœur de notre cabinet. Il n'y a rien, aucune décision stratégique qui n'est prise sans avoir analysé les données. Et je crois que ça, c'est un vrai défaut que nous avons dans la profession, qui évidemment n'est pas le cas dans d'autres entreprises où il y a des vrais tableaux de bord d'organisation, des vrais tableaux de bord stratégiques de réflexion et de décision. Nous ne savons pas analyser les données de notre activité. C'est-à-dire notre activité au quotidien, elle émet un certain nombre d'informations qui sont extrêmement importantes, le temps qui peut être passé sur les dossiers, le temps qu'un client, qu'il nous faut pour traiter un client du moment où il rentre au moment où il sort, le nombre de clients gagnés, le nombre de clients perdus, enfin un nombre d'informations énorme. Hein. Et nous avons un vrai travail de réflexion sur ces données, sur la façon dont on les traite, sur la façon dont on les collecte évidemment, et aussi sur nos relations avec nos collaborateurs, est-ce qu'on leur demande pour pouvoir collecter ces données et avoir ces informations au quotidien. Et ensuite, avant de prendre la moindre décision stratégique et la moindre décision d'évolution de notre réflexion, de pouvoir avoir une analyse rapide de ces données. Alors, en toute honnêteté, en ce qui me concerne, ni j'appuie sur un bouton, ni je ne mets 3 mois pour avoir l'information. Bon, voilà, c'est quand même pas si évident que ça. Mais enfin, la donnée, elle est là. On peut la travailler, on peut la retraiter, notamment avec Microsoft Power BI, qui nous permet après d'avoir des tableaux de bord stratégiques. Donc là, c'est des réflexions aussi, parce qu'on ne fait pas des tableaux de bord n'importe comment. Il faut réfléchir aux bons indicateurs qui, pour nous, vont être déclencheurs d'une décision ou d'une réflexion. Ça, c'est aussi un vrai travail et qui n'est pas naturel, parce que comme tu l'as dit, Denis, nous n'avons pas fait d'école de commerce. Donc, on apprend de façon totalement empirique, sur le tas. On est obligé de se former sur YouTube, vraiment, les tutos, exactement. Et comment devenir président d'entreprise en 10 leçons. Mais c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on apprend des choses qui sont très nouvelles et sur lesquelles on peut piloter le cabinet rapidement, avec agilité. Voilà. Et ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas la donnée. Je vais juste rebondir rapidement sur ce point, et j'ai un autre point que j'aimerais faire, c'est, alors déjà sur ce point, je vais encore en rajouter une couche sur technologie arrive, est au service de tout un tas de choses et non pas l'inverse, c'est-à-dire que souvent on a un peu le biais, et je referai le lien avec mon commentaire d'avant. La façon d'approcher une techno, aujourd'hui on vient voir, on fait ouais alors est-ce que je vais faire du prédictif, est-ce que je faudrait que j'utilise Predictis ou Caseflow Analytics, etc. Et les gens viennent me poser cette question comme ça, et il y a, à cause de l'historique de l'industrie et de la filière, en fait, les avocats ont été servis des technologies qui étaient majoritairement les technologies de gestion de cabinet et les technologies autour de l'éditeur juridique, mais n'ont jamais eu la culture d'avoir un grand nombre de technologies disponibles pour différents aspects. Donc, en gros, l'avocat ne sait pas acheter la techno. Donc, il a subi l'innovation à travers des prestataires de services, enfin des fournisseurs de services, des fournisseurs de logiciels. Alors, quand je dis subi, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu les bonnes technologies, mais en tout cas, ils ont été beaucoup moins acteurs, puisque là, il y a eu quand même une intelligence qui venait au niveau du prestataire et du fournisseur, et non pas je suis un acheteur et donc je vais acheter intelligemment parce que j'ai suffisamment de choix pour me positionner. Parce que aujourd'hui, quand on vient me dire je veux faire ci, je veux faire ça, je veux utiliser une technologie particulière, un outil, la première question à se poser, c'est pourquoi? Quel est votre objectif? Pourquoi est-ce que je vais utiliser cette technologie? Une fois que je me suis dit pourquoi, je veux dire quel impact ça va avoir chez moi?
quels sont les leviers, le ROI, enfin tout ce qu'on a pu dire par là, par rapport à ça. Et après, je me dis, tiens, est-ce que cette technologie existe, n'existe pas? C'est pour ça qu'on peut se retrouver dans des situations où la technologie, il faut qu'on la développe soi-même, parce qu'aujourd'hui, il y a des manques cruels sur des technologies notamment autour des process, autour de l'automatisation de la production du métier d'avocat, mais ça commence à arriver sur les contrats, sur des choses comme ça. Il commence à y avoir des technologies qu'on peut prendre en main, mais c'est encore très naissant. Donc, nous, on se retrouve à le faire, des outils sur mesure, avec des très gros cabinets, parce qu'ils disent, il n'existe pas ce qu'on recherche. Et moi, je sais que je vais faire ça encore 3 à 5 ans, et que demain, il va y avoir des outils à disposition de tout le monde, peut-être que vous aurez développé ou que d'autres acteurs ont développé, que des startups aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, vous avez d'abord une stratégie de quoi est-ce que j'ai besoin et après, quelle technologie peut le faire. J'ai une très grosse étude de notaires, probablement la plus grosse en France, qui a décidé, en fait, en faisant une analyse de leur process, que Trello, alors je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est Trello, c'est un outil de management de tâches et de process qui est gratuit, voire si on paye, ça fait 10 € par mois par personne. Et ils ont issu sur Trello, en fait, ils se sont dit, tiens, ça répond à notre besoin et sur Trello, on peut le paramétrer pour que ça réponde à tous nos process. Et donc, pour une centaine de personnes qui travaillent dans cette étude, ou alors plus, ils utilisent tous Trello, ils peuvent voir où un dossier à n'importe quel moment sur le mobile, ça leur coûte pas cher. On parlait du prix, le prix de la technologie, c'est pas la première question, c'est de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui existe, comment je peux l'exploiter pour pouvoir faire mon besoin, et non pas, tiens, je suis obligé de changer mes process parce que la technologie me force à faire ça. Donc ça, juste deuxième petit point, pour revenir sur un point que vous avez fait, que je pense est très intéressant, sur l'entreprise de services juridiques. Vous êtes parti en disant, est-ce qu'on est devenu une entreprise? Oui. Et de plus en plus, les gens se rendent compte qu'ils sont une entreprise. Par contre, les avocats n'ont pas compris qu'ils étaient une entreprise de services juridiques. Et donc, que vous étiez des producteurs et des livreurs de prestations juridiques. Et par prestations juridiques, ce n'est pas uniquement de la compétence technique d'avocat. Et je pense que le plus gros phénomène de disruption qui est en train d'arriver dans le monde des avocats, ce n'est pas la technologie, ce sont ces entreprises de services juridiques. Parce qu'en France, on n'en parle pas encore beaucoup des legal process outsourcing, enfin tous ces mots qui sont très anglo-saxons, dont Richard Susskind parle en disant attention les gars, c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors aujourd'hui, ça se passe au niveau des grandes entreprises, donc je vais donner cet exemple-là. Ça va parler à tout le monde en termes de réalité de business, mais ça permet de bien se projeter parce que ça va être la norme demain. Aujourd'hui, enfin hier plutôt, quand on avait une direction juridique, elle allait voir un avocat avec un problème, et l'avocat prenait le problème, gérait le problème et était payé pour ça. Le problème, c'est que dans ce rôle d'avocat, il y avait tout un tas de tâches. Donc, si c'était de la due diligence, il y avait de la stratégie, mais il y avait aussi de se taper tous les contrats et voir s'il y avait des clauses de machin qui créent un problème ou qui changent les termes de la négociation, etc. On arrive là-dessus aujourd'hui, il commence à y avoir des technologies qui permettent de faire ça plus facilement. Il commence à y avoir des acteurs qui disent « Ah mais moi je veux faire qu'une boîte qui fait que ça. Elle prend des contrats, elle est capable de lire tous les contrats et de vous sortir juste la bonne clause. » Etc. etc. Il y a des formalités à faire. Bon moi je suis une boîte qui fait juste des formalités et en fait le coût va être 10 fois moins cher que si je le faisais par un avocat. Donc on commence à voir tous ces acteurs de prestations administratives, paralégales, qui faisaient partie de ce que vendait en package l'avocat sans préciser, voilà, on s'occupe de tout, bon, le prix total, ça sera ça. Et en fait, c'était un fourre-tout de prestations, et donc on avait ce package. De plus en plus, on a des acteurs qui ont compris qu'il y avait des petites niches à prendre à droite, à gauche, et qu'en fait, l'avocat pouvait prendre des choses où il n'était pas équipé, organisé, ou même pertinent à faire, type le formalisme, les gens vont dire j'ai un formaliste en interne, je prends quelqu'un en externe, etc. Qui fait que les grandes entreprises ont commencé à se dire, bon, on va repenser la façon dont on achète nos prestations juridiques. Principalement pourquoi? Parce que, on a eu la crise, donc on a commencé à avoir des problèmes de budget. 2, on commence à avoir de plus en plus de complexité réglementaire au niveau international et national. Donc, il y a une pression qui se met sur les directions juridiques. Et surtout 3, les directions juridiques, elles ont échappé, mais comme par miracle, à la norme de la gestion d'entreprise, de la grosse entreprise. Toutes les autres directions ont des performances, des métriques, des moyens d'évaluation de la performance, du résultat, du ROI, etc. Et pendant longtemps, les directions juridiques, ah non, nous on fait du juridique, on ne rentre pas dans ce truc-là, on n'a pas à exprimer, on n'est pas capable d'exprimer la valeur ajoutée qu'on amène, on est juste un centre de coût, etc. Et aujourd'hui, on leur demande de plus en plus d'avoir ce rôle-là, et notamment de faire entrer les achats, la gestion de projet, ce qu'on va appeler maintenant le legal operations, qui se fait de plus en plus aux États-Unis, qui est en train d'arriver en France, c'est-à-dire
la direction juridique va être en mesure d'acheter de la prestation juridique en disant bon ben pour ça j'ai besoin d'un avocat, pour ça j'ai besoin d'un externalisateur, pour ça je vais prendre un outil, je vais le faire en interne parce que le truc de prédictif me permet de faire le truc ou le truc de contrat me permet de faire le truc, et je vais commencer à faire mon shopping et à savoir acheter de la prestation juridique au sens large par rapport à mes besoins. Et donc le problème c'est que si les avocats qui avaient le droit avant de dire bon ben moi je prends tout, ne sont pas capables de le faire en interne et de devenir une société de services juridiques, c'est-à-dire ben en interne je vais trouver les bons outils qui vont faire que je vais pouvoir m'organiser, je vais prendre les bonnes personnes, je vais avoir besoin peut-être de chefs de projet, d'ingénieurs, de paralégales, de juristes, et non plus juste une structure traditionnelle d'avocats, ben ils vont commencer à perdre de plus en plus tout le reste du business et on va les garder juste pour leurs compétences techniques et d'experts autour du métier de la technicité juridique et l'expérience autour de certains types de transactions. Et donc la décision de gérer un projet va arriver au niveau d'une entreprise et de la direction juridique et plus de l'avocat qui était de fait le chef de projet juridique. Donc je vais juste terminer en disant, regardez une boîte qui s'appelle Axiom en Angleterre. Aujourd'hui, les gros cabinets d'avocats et les Big Four, ils ont peur de ces nouveaux acteurs qui sont capables de faire du project management juridique, où ils mettent des avocats, des juristes, des spécialistes administratifs, des ingénieurs, des chefs de projet. Et ça, c'est la vraie disruption. Et là, le vrai danger, et ça va le faire de plus en plus, et pas seulement pour les grosses boîtes, mais aussi pour les TPE, avec de l'interprofessionnalité, avec enfin tout un tas de nouvelles façons d'organiser la prestation, qui sera beaucoup plus alignée à la demande des clients. Transition toute trouvée. Sophie, vous vouliez réagir déjà sur ce que disait Mélic, et puis si vous voulez compléter sur la partie interprofessionnalité. Alors, je voulais réagir sur 2 points, sur le fait effectivement que l'avocat aujourd'hui devait être entrepreneur. Je suis pas tout à fait aussi négative que toi, Mélic, parce que tu dis que c'est pas dans l'esprit de l'avocat, mais enfin, bon, peut-être parce que je fais partie d'un réseau où depuis 15 ans, on dit que nous sommes des entrepreneurs du droit et qu'on a formé tous nos membres à être des entrepreneurs du droit, avec notamment la création d'un club des managers qui leur permet justement d'appréhender tout ce qui est la réalité d'un chef d'entreprise et l'accompagnement de conseils en management pertinents, notamment par Jury Management. Mais c'est vrai que et je trouve justement, on parlait des prix de l'innovation, etc. Je trouve que la nouvelle génération se comporte en entrepreneur avec des vrais business models. Voilà, je trouve que la profession évolue et je trouve que c'est plutôt positif. Donc peut-être certains ne sont encore pas entrepreneurs du droit, mais globalement, je pense que la plupart des cabinets, en tout cas ceux aujourd'hui qui ont vocation à être pérennes, ont bien compris que effectivement on doit être une entreprise et donc gérer effectivement son cabinet comme une entreprise. En ce qui concerne l'interprofessionnalité ou la pluriprofessionnalité, aujourd'hui, effectivement, on a la possibilité de faire de la pluriprofessionnalité. Encore une fois, et j'en ai parlé tout à l'heure, nous avons des réflexions à ce niveau-là parce qu'on a déjà la chance d'être un réseau pluriprofessionnel et qu'on a des partenariats qui sont assez forts avec notamment un réseau d'experts comptables. La pluriprofessionnalité, elle doit être réfléchie, et je l'ai dit tout à l'heure, par rapport effectivement, encore une fois, à la demande client, donc à l'intérêt du client. Faire de l'interprofessionnalité parce qu'on est copain avec un notaire et un huissier et se dire on se met ensemble et ça va faire venir du business, c'est une erreur. C'est une évidence. Faire de l'interprofessionnalité pour répondre à des clients qui ont une problématique, des clients communs qui ont des problématiques qu'on peut traiter ensemble et créer effectivement des outils ou des réponses communes à ces besoins du client, ça marche. Mais pour effectivement rebondir sur ce que tu disais, Mélic, parce que effectivement, encore une fois, le réseau permet d'étendre la réflexion. Pour l'instant, la pluriprofessionnalité ou l'interprofessionnalité telle qu'elle est prévue est relativement limitative. Je pense que dans les prochaines années, et c'est aussi de la responsabilité de notre profession, il faudra pousser les pouvoirs publics à nous permettre effectivement d'exercer cette pluriprofessionnalité avec d'autres professions qui ne sont pas forcément des professions du droit et du chiffre, parce qu'il y a des réponses à apporter aux grandes entreprises, il y a des réponses à apporter même à nos clients.
en fonction effectivement de notre domaine d'activité, qui peuvent être apportés avec d'autres professions qui ne sont pas des professions du droit et du chiffre. Et je pense que pour construire des produits utiles et des réponses utiles à nos clients, il faudra à un moment réfléchir, et là on revient sur ce que tu disais aussi Clarisse, à la nature de nos clients, à ce dont ils ont besoin pour pouvoir leur apporter les réponses globales à leurs besoins. C'est-à-dire qu'il n'est plus besoin de dire moi j'ai un problème comme ça, je vais voir l'agent immobilier, moi j'ai un problème comme ça, je vais voir le notaire, et puis là je vais voir mon avocat, et puis finalement si ça va pas, j'ai encore la question là, je vais voir mon expert comptable, et puis après j'ai un souci dans mes immeubles, donc je vais aller voir mon expert technique de ma compagnie d'assurance, etc. Je pense que l'interprofessionnalité a la vocation aujourd'hui à aller plus loin que ce qu'elle est aujourd'hui. Bon, même s'il y a de nombreuses problématiques aussi parce qu'effectivement les ordonnances Macron sur l'interprofessionnalité ne vont pas au bout de ce qu'elles auraient dû être, et aujourd'hui nos règles déontologiques sont des freins sur une vraie interpro, nos règles déontologiques, et le fait notamment pour je pense aux experts comptables, en général dans les gros cabinets, vous avez un expert comptable et un commissaire aux comptes, et le commissaire aux comptes ne peut pas faire partie du groupement interprofessionnel, donc c'est une vraie problématique, donc il y a beaucoup de réflexions encore à faire là-dessus, mais je crois que par rapport à ce qui est existant, il faut encore avancer, mais il va falloir aussi avancer la réflexion, et là c'est aussi notre responsabilité de chef d'entreprise et effectivement d'avocats innovants, pour qu'on puisse s'adjoindre dans nos professions, dans nos cabinets, pour répondre aux besoins de nos clients, des professionnels compétents avec qui on pourra travailler. Alors avant d'en arriver aux dernières questions, est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle? Alors à vous, pour l'instant, le temps que les doigts se lèvent. Caroline ou peut-être Clarisse, dans les nouveaux usages et le portrait robot finalement des clients innovants, est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles façons de travailler? On a un peu parlé de la gestion en mode projet. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles façons de travailler également qui se sont mises en œuvre? Disons que dans le portrait robot, je crois qu'on l'a bien compris, des gens qui viennent à nous et qui sont successful, on va dire, dans l'innovation et l'entrepreneuriat. Le client au cœur du sujet, l'organisation idoine derrière, une bonne gouvernance, un système de financement réfléchi. Il y a aussi deux choses qui se distinguent. La première, c'est que le véhicule choisi, donc la forme de structure, est assez le choix de cette forme de structure est important pour porter le projet innovant, et on se rend compte que les gens qui ont fait le choix du passage en SEL, en fait, finalement pour des raisons assez basiques, mais sont assez aidés dans le mode projet. J'ai pas le temps d'expliquer les raisons pour lesquelles ça se passe comme ça, mais enfin la SEL et en particulier la CELAS, ou en SAS, oui, puisque maintenant il est possible d'avoir des SARL ou des SAS, sont des structures qui sont vraiment qui facilitent. La deuxième chose, c'est aussi que ces gens innovants et entrepreneurs ont sauté sur les possibilités offertes par la loi Macron, les décrets de 2016 en particulier, ont bien intégré tout de suite les possibilités qu'offrait finalement la fin de l'unicité d'exercice, d'une part, et deuxièmement, la possibilité la commercialité accessoire. Et on a vu fleurir à côté des cabinets d'avocats que nous avons à gérer et à accompagner, des sociétés de conseil ou des marques, des cabinets sous la marque. Donc en fait, ce sont des gens qui n'ont pas eu peur, qui ne me parlent jamais de disruption ou d'ubérisation, mais pour lesquels le changement en fait qu'apportent ces ordonnances, ces décrets, est une vraie opportunité. Donc on a des gens d'une curiosité incroyable. Voilà pour le portrait robot. Et enfin, une dernière caractéristique, c'est ceux qui ont conscience de l'interprofessionnalité peut-être, mais surtout de l'interopérabilité entre les acteurs du droit. Il est clair qu'il y a énormément de choses à faire. C'est plus que l'interprofessionnalité, l'interopérabilité. Voilà rapidement pour le portrait robot de l'entrepreneur actuel du droit. Effectivement, sur la forme juridique, c'est très important ce que tu viens de dire. Donc moi, j'en parle rapidement quand même. Sur notre expérience, on était en harpie. Et la harpie a un petit défaut.
elle correspond plus à une agrégation de cabinets d'avocats entre eux qu'à une entreprise. En plus, elle a pour particularité de ne pas permettre de patrimonialiser le cabinet. Alors ça a été un grand courant, hein. Pendant des années, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on souhaitait. Donc on n'était pas à côté de la plaque, on a créé ça parce que c'est précisément ce qu'on voulait. Aujourd'hui, compte tenu de la valeur des éléments immatériels dans le cabinet, on a décidé de changer. Effectivement, on est passé en SAS avec une gouvernance différente, avec un président, donc une personne qui pose la vision et une équipe derrière qui s'organise pour mettre en œuvre un vrai projet entrepreneurial. Donc ça, c'est la question de la gouvernance. Malgré tout, quand même, je pense qu'on ne peut pas ne pas en dire un mot. Je crois que c'est fondamental, quand on a un projet, d'être tous dans le même bateau. Notre défaut autrefois, c'était qu'au final, on était plusieurs entreprises en une, avec plusieurs types de management, avec plusieurs types d'organisation interne, avec plusieurs types de process et surtout une expérience client qui n'était pas la même. Donc, je crois que la construction d'une vraie entreprise permet quand même d'avoir une plus grande lisibilité. Et c'est ce que l'on ressent aujourd'hui quand on a un vrai modèle, un vrai projet entrepreneurial, c'est la réaction du client qui nous dit, vous avez une offre de service qui est lisible, qui est simple, qui est claire. Et ils ne nous disent pas, vous êtes pas cher, ils ne nous disent pas, vous êtes cool, etc. Non, ils nous disent, c'est une offre de service qui est lisible. C'est vraiment le terme qui sort le plus fréquemment de notre rapport avec nos clients. Et pour rebondir un instant sur ce qu'a dit Mélik tout à l'heure, la particularité aussi, c'est que effectivement, les grands comptes et les services juridiques aujourd'hui font du shopping juridique de plus en plus fréquemment. Et nous sommes sollicités, par exemple, sur nos offres d'abonnement, par des grands comptes, donc vraiment des grandes entreprises qui ont toute une stratégie start-up et qui ne veulent pas mettre des ressources internes sur un domaine qu'elles ne maîtrisent pas. Puisque nous, dans notre cabinet, on a cette connaissance de la start-up du point 0 au point 1 sur toute sa construction, sa levée de fonds, public, privé, etc. Et donc, ils vont nous faire confiance totalement en disant, on va pas mobiliser des ressources, on va pas embaucher des gens qui vont avoir un temps d'apprentissage long, etc., etc. On va déléguer à une équipe qui fait ça et nous, on sera vraiment en gestion de projet uniquement à l'extérieur. Donc, quand on a une offre de service simple, lisible et claire, on a accès à des clients auxquels on ne s'attendait pas forcément d'avoir accès, puisque notre cible de départ, c'est plutôt les startups. Alors, il se trouve que nous, en plus, cette clientèle-là, la startup, elle est un aiguillon très fort, puisque comme elle est elle-même en innovation permanente, elle nous oblige aussi, elle nous met dans une situation où, d'une certaine façon, on est obligé d'être proche d'elle et de s'adapter et d'être innovant et agile. Sinon, effectivement, on a un problème de décalage avec notre marché. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question. Pas une question. Je voudrais faire part de mon trouble face à des réflexions globales sur la profession d'avocat. Je suis avocat depuis 1973 à Marseille. J'ai réussi dans cette profession après avoir fait tous les métiers d'avocat. Et je dis que le métier d'avocat n'existe pas parce qu'il y a autant de métiers d'avocat que d'avocats. Moi, j'ai commencé à faire du droit pénal, j'ai ensuite fait du droit social, j'ai fait du droit fiscal. J'étais avocat de compagnie d'assurance. Aujourd'hui, depuis 25 ans, je ne fais plus qu'une seule chose, c'est du droit du dommage corporel. Je suis spécialiste de l'indemnisation du grand handicap. J'emploie 32 personnes, 16 avocats, 16 salariés. Je fais 5,5 millions de chiffre d'affaires. Ceci pour vous dire que je sais ce que c'est que la profession d'avocat. On ne peut pas la cloner. On ne peut pas la mettre en équation. Il y a autant d'avocats que de métiers d'avocats. Moi, je viens ici parce que je suis très troublé. Alors que j'ai une solution à la profession et à la réussite, je les ai trouvées en me grattant la tête tous les matins, en innovant, c'est vrai, en faisant preuve d'empathie, en me posant la question de savoir ce que les clients attendaient de moi et en m'efforçant de les satisfaire. J'ai fait de la publicité quand tout le monde disait que c'était interdit. C'était pas interdit, un décret était sorti. J'ai fait tout le contraire de ce que m'avait dit le bâtonnier quand je me suis inscrit en 73. Il m'avait dit ce n'est pas l'avocat qui va au client, c'est le client qui va à l'avocat. J'ai tout de suite compris qu'il fallait surtout pas faire ça et je suis allé au client et bien m'en a pris. Mais je suis très troublé, moi, par les phénomènes d'intelligence artificielle, par la blockchain. C'est quelque chose à quoi je m'intéresse depuis quelque temps.
Et je suis très troublé, inquiet, non, parce qu'on a peur que des choses qu'on ne connaît pas et des choses qu'on ne maîtrise pas. Je suis en train de m'efforcer de connaître et de maîtriser, je suis pas sûr. Ce que c'est que l'intelligence artificielle, je suis bêta-testeur depuis quelques mois d'un nouveau logiciel. Vous n'en avez pas parlé, vous avez parlé de il y a Predictis et Teslo Analytics. Predictis, vous n'avez pas parlé de doctrine qui nous envahit. Hein, j'ai tout essayé. Et je suis bêta-testeur depuis quelques mois d'un nouveau logiciel. Il va sortir sur le marché à la fin du mois et vous allez voir ce que c'est, parce que c'est bien autre chose que tout ce qui est sorti. Ça s'appelle JuryPredis, c'est une start-up aixoise qui la sort, avec des professeurs de droit et des professeurs de mathématiques. Ils ont sorti un algorithme qui est troublant, parce que dans ma spécialité à moi, on vous sort immédiatement toute la jurisprudence classée par ordre de pertinence. Je ne sais pas ce que notre profession va devenir avec un outil pareil, surtout quand il va être exploité avec le machine learning, c'est-à-dire quand il va faire son auto-apprentissage et qu'il va être capable de sortir à la vitesse de la lumière ce qu'un chercheur ou un de nos collaborateurs fait en une demi-journée. C'est ça l'un des principaux questionnements de la profession que je connais et qui m'intrigue. Moi, je viens chercher des réponses à ces questions dans ce genre de réunion. Et ça n'est évoqué que de façon un petit peu partielle. Moi, je suis vraiment très, très impressionné par ce phénomène et très inquiet. Je ne sais pas quoi dire à mes collaborateurs, qui sont plus jeunes que moi. Et est-ce que c'est vraiment un outil qui va accompagner la profession d'avocat ou est-ce que c'est un outil qui va venir nous déranger beaucoup parce qu'il va faire beaucoup plus vite et peut-être, certainement beaucoup plus vite que nous et vraisemblablement beaucoup mieux que nous, le métier de conseil. Je dois bien avoir votre réaction. Je vais répondre à ce sujet. J'interviens beaucoup sur les sujets d'IA et droit, un peu partout. Je pense que le concept d'IA, alors vous avez l'air d'avoir quand même fait un peu de lecture, mais il est un peu galvaudé, souvent mal compris. Déjà, l'intelligence artificielle, vous avez utilisé le mot intelligence artificielle et le mot machine learning, c'est pas la même chose. Beaucoup de formes d'intelligence artificielle sont les formes que l'on trouve de manière plus logique, du si alors. On est d'accord. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, de manière simple, ce qu'on appelle l'intelligence logique, elle est utilisée partout, tout le temps, dans la majorité des outils utilisés, puisque c'est de l'algorithmie simple, en mode arborescence ou si alors. Ça, déjà, ce premier niveau-là, il accompagne le métier, c'est les bases de l'automatisation. Quand on va reprendre sur le deuxième, qui je suppose celui qui vous trouble, qu'on va appeler l'intelligence artificielle qui est statistique ou apprenante, c'est-à-dire qui va être capable de partir de données existantes pour pouvoir, soit à un niveau statistique, faire des résultats et pas des prédictions, mais en tout cas des résultats statistiques pour donner une image sur de l'historique ou aller plus loin grâce à travers ce qu'on va appeler du machine learning, dans la machine qui apprend, qui est capable d'exploiter cette information pour en créer de la nouvelle. On tend vers ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fantasmes sur ce que la machine peut faire et surtout, on oublie une chose et on va revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, la technologie est au service d'une stratégie. Ces outils sont des outils d'aide à la décision, d'outils d'aide à la production. Si vous me dites, oui, si demain on fait de la e-justice et qu'on va remplacer l'arbitre, le juge par de la machine, là on va avoir un problème. Si moi je vous dis, vous allez avoir une manière d'exploiter, alors je ne fais pas la pub de doctrine, d'ailleurs j'en ai parlé tout à l'heure, je les ai juste pas nommés. Je n'ai aucun avis, c'est une façon d'approcher la recherche documentaire, il y a des avantages et des inconvénients, problème de fond documentaire, mais super algorithme, enfin il y a tout un tas de choses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent voilà, on va utiliser un certain type de technologie pour pouvoir faciliter ou approcher différemment la recherche documentaire. Quand tu vas avoir un Predictis ou un JuryPredis que je ne connais pas mais que j'ai hâte de découvrir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire voilà, maintenant on a accès à de l'information et on va vous permettre de la compiler et de l'exploiter comme vous le faites tous les jours sur Google. Et pour que vous puissiez, alors en plus le dommage corporel est quand même très autour du chiffre, c'est quand même quelque chose qui est très normé, donc c'est beaucoup plus simple de le faire que si on faisait sur des trucs plus complexes. Droit pareil sur le prud'homal, sur des choses comme ça. Donc l'idée c'est quoi? C'est pourquoi est-ce qu'on a peur de la machine?
Pourquoi on se dit qu'elle va remplacer l'humain? C'est un outil d'aide à la décision. Le jour où quelqu'un fait la promesse en disant on va remplacer l'avocat avec cet outil, peut-être on se posera la question. Mais comme on voyait tout à l'heure sur les legal tech, comme vous dites, comme on dit, les legal tech qui en fait se vont de plus en plus faire les avocats, il y a eu un changement énorme en 3 ans. Il y a 3 ans, les startups, c'était on va disrupter le droit, on va aller directement vers le client, on va aller directement vers les TPE, on va aller directement vers le consommateur. Et toutes ces startups que vous avez vues, je les nommerai pas, mais vous connaissez tous leurs noms. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont aller voir les réseaux, elles vont aller voir les avocats. Elles disent, moi, je peux faire du service pour vous, on peut faire de la marque blanche, on peut mettre à dispo la technologie, on va faire une marketplace pour vous, etc. On va vous aider à réintermédiariser le système. En fait, il y a beaucoup de gens qui se sont dit on va remplacer l'avocat, mais le mouvement a été vers quoi? Ah ben non, finalement, le marché s'est retourné vers les experts et non pas vers les personnes finales. Et je ne pense pas que ce soit le fait que les différents ordres ont attaqué en justice toutes ces startups. Ça n'a jamais été un effet qui a empêché. C'est qu'ils se sont rendus compte que le marché en direct, qui était intéressant, il se faisait au niveau des acteurs, des experts. Clarisse, peut-être un dernier mot parce que je voudrais rebondir aussi sur cette question. Je crois que ce qui est intéressant, c'est une problématique de chaîne de valeur. Il n'y a rien d'inquiétant dans l'arrivée de ces technologies. C'est un problème de déplacement de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que là où autrefois on avait de la valeur ajoutée, aujourd'hui, effectivement, l'outil et la machine nous faire perdre toute notre valeur ajoutée. C'est un fait. Et ça ne va pas aller en s'améliorant, ça va aller en s'accélérant. On va de plus en plus avoir des domaines entiers, des pans entiers de notre activité, des pans entiers de nos actes quotidiens, c'est ça qui est difficile, c'est un problème de changement d'habitude, qui vont être potentiellement praticables par une machine, une intelligence artificielle qui le fera à notre place. Notre travail à nous est évidemment pas de s'angoisser ou de virer la moitié de nos collaborateurs, mais ils y ont pensé avant nous, mais plutôt de faire évoluer la valeur ajoutée de nos entreprises vers quelque chose de différent et de faire en sorte que nos collaborateurs et nous-mêmes soyons formés sur des nouvelles compétences, donc ce qu'on appelle aujourd'hui un peu banalement les soft skills, qui seront des compétences que la machine, pour l'instant, ne sera pas capable d'apporter à nos clients. Donc on s'occupera mieux des clients et tout ce qui relève finalement des tâches un peu subalternes sera praticable par une intelligence technologique, mais vivement que ça arrive. Je n'ai pas d'inquiétude. Et pour terminer et compléter, nous, sur notre vision Pardon, il y a une autre question. Allez-y, pardon. J'avais deux questions, mais je vais essayer de faire très très court puisque le temps passe. Je m'appelle Geoffroy Quénivet, je suis utilisateur Diapaz, j'interviens sur une prochaine table ronde sur la qualité de vie. Déjà, bravo pour cette table ronde, c'est super intéressant. J'ai bien noté vos noms, notamment Mélic, Caroline et Sophie. Je connais déjà Clarisse et Denis, mais ma question elle est double. En fait, il y a un aspect structurel qui reprend vos débats, un aspect structurel et un aspect activité. Pour faire très rapidement sur l'expérience de mon cabinet que j'ai créé il y a quelques années, on est 7 associés entre Paris et Nantes, on s'appelle 186 avocats. On a profité, si vous voulez, on a profité de l'autorisation qui nous était donnée de pouvoir constituer des sociétés avec des activités connexes. Et c'est là-dessus que je veux intervenir. Sur votre avis sur les activités connexes et sur l'activité d'avocat, plus particulièrement sur ce que vous avez dit, Mélic. Nous, plutôt que de se lancer dans une legal tech, support et d'essayer de faire un peu d'innovation, technologie, etc., on a créé en fait 186 services, c'est-à-dire une société au sein du cabinet qui était exclusivement consacrée au service du cabinet. C'est-à-dire que vous avez d'un côté l'activité pure d'avocat, c'est-à-dire l'exercice du droit, la prestation juridique dont on parle, et à côté tout ce qui tient purement et simplement à la gestion, à commencer par le secrétariat, mais aussi on a développé des business units de communication, de projet, de gestion, et on a décliné la marque. Je pourrais développer, mais bon, l'objet de ma question, c'est d'abord votre avis sur justement cette opportunité de pouvoir créer des sociétés connexes, des activités connexes, et ça joint aussi ce que vous disiez, Mélic, sur le fait que, alors j'avais noté ça, ce qui était
disruptif bientôt, c'est que on irait chercher plusieurs, enfin, on aurait des gestionnaires de projets, on aurait des services parallèles, etc. Ma question, pour synthétiser, puisque vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce que l'avocat ne pourrait pas être finalement aussi une sorte de gestionnaire de projet pour aller chercher lui-même, pas être un agent ni un courtier, mais pour aller chercher lui-même, puisque c'est le premier à avoir l'expertise et le premier qui est confronté à la problématique juridique. Donc sur ces deux aspects, pardon, c'était un peu long et un peu confus, mais j'aurais bien voulu avoir un peu votre avis. Je vais répondre, je vais faire un peu rapidement, parce que j'ai compris qu'il y avait un peu de pression. Premièrement, je vous conseille de lire le livre Tomorrow's Lawyer de Richard Susskind, puisqu'il décrit les métiers de demain de l'avocat et vers quoi justement ce transfert de chaîne de valeur va créer des nouveaux métiers en soft skills, mais aussi en hard skills technologiques, ou en chef de projet, ou en stratège. Donc tous les nouveaux métiers autour des avocats, je pense que c'est intéressant, ça vous répondra pas mal de vos questions. Je pensais que vous avez raison en fait que le métier d'avocat, en fait, on a confondu l'intuitu personae avec la prestation de service qui est beaucoup plus large. Et donc, en fait, vous pourriez avoir des services annexes qui vont faire, si je fais beaucoup de dossiers, j'ai besoin de vérifier les pièces, que les pièces sont à jour, que c'est les bonnes pièces, qu'il y a le bon nom pour pour faire un contrat. Ça, c'est pas un avocat qui le fait. Aujourd'hui, vous le pensez, il y a toujours une assistante, etc. Tout ça va être rationalisé. Vous avez les gens vont commencer à se dire, est-ce que c'est mieux que je le fasse en interne? Comme vous avez pu le faire pour le secrétariat, pour répondre au téléphone, vous allez pouvoir le faire de plus en plus sur des tâches en vous rendant compte que c'est pas forcément le métier de l'avocat, mais que vous êtes un cabinet d'avocat avec multi-activités, soit que vous allez faire en internalisation et vous allez vous organiser pour, soit en externalisation et vous allez trouver des acteurs qui vont le faire pour vous et qui vont être moins chers et peut-être mieux organisés, je sais pas. Sur les décrets Macron, j'ai eu l'opportunité, moi, de travailler sur les décrets en tant qu'élu au CNB. Donc déjà, que les choses soient claires, que vous ne fassiez pas d'illusions. On nous a accordé la commercialité accessoire parce qu'on ne pouvait plus rien pour nous sur le terrain du périmètre du droit. Donc c'est quand même important que vous en soyez conscients. Toutes les digues que la profession a essayé de construire pendant des dizaines et des dizaines d'années pour protéger le périmètre du droit commençaient vraiment à craquer de partout. Bien entendu, avec les experts comptables, notaires, même les banquiers aujourd'hui qui font du droit, mais aussi avec les legal tech. Bref, toutes les startups numériques du droit qui interviennent sur ce domaine et qui ont bien compris la problématique, c'est-à-dire qui ont saucissonné la prestation juridique et qui ont pris une toute petite tranche de la prestation dite juridique et qui en ont fait une prestation totalement administrative. Je prends l'exemple de demande de justice sur la saisine des tribunaux sans représentation obligatoire. Typiquement un exemple sur lequel le périmètre du droit a été complètement remis en cause et sur lequel, et ça on l'avait évidemment prédit, tous les procès de la profession ont été perdus. Quand même, je rappelle, tous les procès de la profession, sur le plan pénal, sur le plan civil, sur le plan commercial, tout a été perdu. Donc, fort de ce constat, évidemment, on a travaillé avec le cabinet de Macron pour arriver à la commercialité accessoire. L'objectif, c'était quoi? C'était de faire en sorte que les avocats intègrent une notion que les entreprises connaissent bien, que les experts comptables connaissent bien, qui est la verticalité. C'est-à-dire de faire en sorte que sur un métier donné, un marché donné, on puisse apporter aux clients toutes les couches de services utiles et nécessaires, qu'elles soient évidemment d'ordre libéral, civil, mais évidemment aussi accessoires. Sachant qu'elle existait la commercialité accessoire sur le plan jurisprudentiel et que ce n'est qu'une consécration législative, les décrets, la loi et les décrets Macron. Mais évidemment, il faut s'en saisir. C'est très compliqué aujourd'hui. Les avocats, très peu de confrères véritablement s'en saisissent, ou alors ils le font à l'intérieur du cabinet, ce qui est un petit peu dommage, parce que sur une structure ad hoc, on peut lever des fonds, on peut vraiment avoir une réflexion comme une vraie entreprise. Donc, c'est totalement autorisé. Ça devrait même faire partie de notre réflexion stratégique, de se dire, est-ce que j'ai intérêt ou pas à créer une structure ad hoc dans laquelle je développe une activité commerciale qui sera effectivement accessoire et connexe. Mais enfin, entre nous soit dit, pour avoir beaucoup travaillé sur ces questions, et je peux vous répondre sur ce sujet si vous en avez besoin, la notion est quand même relativement large d'acception. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut remercier nos invités.